Donc, on est parti pour cet épisode numéro 5 avec Antoine. Antoine, comment ça va? Bah, je vais super bien, très content d'être avec toi et puis surtout pour ce premier podcast de mon côté en tant qu'invité et même tout court. Merci Alexis, j'espère que tu vas Ok, bien aussi. première, ouais, ça va très très bien. J'avais hâte de te recevoir. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, mine de rien, parce qu'on partage beaucoup de choses dans nos philosophies d'entraînement, de vie de manière générale. Je pense que ça va être un épisode ultra riche. Et j'ai hâte de voir comment la conversation va se dérouler un petit peu. Donc, ouais, premier épisode, première expérience de podcast de ton côté. Ouais, ouais, Après, ouais. t'es déjà. Enfin, t'es super à l'aise à la caméra et tout. Je vois tes vidéos YouTube, etc. Enfin, voilà. De toute Ah manière, ouais, ouais, j'ai un petit peu d'exercice face caméra quand même maintenant. Ouais. ouais. Bah, j'ai vu finalement ta chaîne YouTube. En fait, euh, j'étais jamais tombé sur ta chaîne YouTube avant il y a quelques semaines. Et bah, avant de vraiment découvrir ton travail finalement. Et en fait, ça fait super longtemps que tu fais des vidéos sur YouTube sur l'entraînement. Ouais, alors en fait, ma chaîne YouTube jusqu'à il y a une semaine où j'ai décidé de publier des vidéos sur la nutrition, c'était exclusivement sur l'entraînement, voilà, l'exercice physique. Et ça me servait de plateforme d'hébergement pour mes vidéos de coaching, parce qu'en fait, à la base, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'étais que sur Google. Et j'étais très très bien référencé, j'étais même enfin devant des coachs qui ont énormément d'abonnés sur YouTube sur la requête coach sportif en nutrition et coach sportif à distance. J'étais dans les 3 premiers résultats de la recherche Google. Donc j'avais pas besoin des réseaux et comme je j'avais pas la même attitude et la même perception des réseaux avant, ça m'allait très bien. J'avais pas besoin d'être présent sur le réseau et du coup en fait j'utilisais YouTube pour via mon site, comme j'avais énormément de trafic. Enfin, j'avais quand même 5 à 7 000 visites par mois. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est ouais. C'est pas mal, tu vois. Et du coup, les gens arrivaient sur mon site. Il y avait une rubrique qui s'appelait vidéo. Ils pouvaient chercher des vidéos dans la rubrique haut du corps, bas du corps, et après filtrer, genre quadriceps, machin, etc. Et ils tombaient sur mes vidéos YouTube que j'hébergeais en mode public pour mes coachings, mais pour que les gens arrivent sur le site et puissent les voir aussi comme ça référençait aussi ma chaîne YouTube et ça me faisait, tu vois, ça faisait augmenter ma visibilité sur YouTube et puis le référencement de telle ou telle vidéo. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai jamais rien fait sur ma chaîne YouTube, j'ai presque 800 abonnés, juste avec ce système-là. Et, euh, et c'est bien parce que j'ai ce site-là, on va dire que je l'ai mis en off et je travaille plus avec pour l'instant pour me consacrer justement au développement de mes réseaux sociaux et du coup voilà à une nouvelle dynamique avec des vidéos exprès pour YouTube pour l'auditoire de YouTube qui recherche des conseils sur la nutrition. Voilà quoi. J'ai vu ça, ouais. Du coup, dernièrement, donc ça avait tes vidéos d'entraînement, etc., où tu montrais bon, toute ta bibliothèque d'exercices un petit peu pour tes coachings. Puis Ouais. dernièrement, tu t'es tourné sur le fait de proposer aussi du contenu éducatif vis-à-vis de la nutrition. Alors, on va en parler, mais déjà, dans un premier temps, je pense, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, comment est-ce que tu décrirais ton activité aujourd'hui? Ouais. Bah donc moi, je le redis, tu l'as dit en début de podcast, mais je m'appelle Antoine, donc j'ai 34 ans, je suis père d'une fille. Euh, et coach depuis 2016. Donc j'ai un parcours un peu classique au début. Euh, j'ai coach en fitness et puis coach personnel en même temps. Je travaille dans les salles de fitness et puis je coachais les gens. Et je me suis mis finalement assez rapidement à mon compte parce que j'étais en rupture totale avec le monde du fitness. Faut pas que je dise trop. Ça va. Je vais enlever ça direct. Mauvais réflexe. Parce que les conseils et les cours qu'on donnait dans les salles de fitness, pour moi, en fait, ça rejoint complètement l'attitude que j'ai vis-à-vis du monde de la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de propagande, beaucoup d'idées reçues qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Et ça, c'est une caractéristique
vraiment, enfin qui fait le fondement de ma personnalité, c'est que je suis pour la vérité et la justice. Mais j'ai toujours ça depuis que je suis petit, en fait. C'est-à-dire que la vérité est plus importante que mon ego ou que le profit, l'argent que je peux en tirer. Et du coup, je me suis jamais laissé embrigader dans des choses qui allaient contre ces intuitions-là, contre ce tempérament-là. Et dès que dès qu'en moi il y avait un changement, une nouvelle perception qui s'opérait dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions radicales assez rapides, réfléchies, mais ça a toujours été mon comment dire, mon curseur, ce qui m'a guidé dans ma vie, c'était peu importe dans quelle difficulté ça me mettait, peu importe face à quel challenge ça allait me mettre, même si j'étais dans une situation déjà défavorable, je n'acceptais pas en fait d'alimenter quelque chose dont j'avais vu les limites et qui était nocif, mauvais, mensonger, etc. quoi, dans tous les domaines. Et puis avant d'entrer dans le monde du fitness, bon, enfin, moi j'avais un parcours, je viens du monde sportif, de l'entraînement classique, en club, foot, athlé, natation, sport de combat. J'étais jamais rentré dans une salle de fitness, prépa physique. Et donc quand je suis arrivé là-dedans, c'était pas du tout fait pour moi, quoi. Et j'ai créé donc une agence de coaching en ligne avec le site internet et les fameuses vidéos YouTube. Et ça a duré jusqu'à 2 ans après le Covid, à peu près de 2018 à 2022. Entre-temps, voilà, un divorce et du coup une réorientation aussi, comme ça se passe souvent dans ma vie, de mon activité de coach, parce que j'étais plus en accord non plus avec les choses que je proposais à mes clients, aux personnes que j'accompagnais, et aussi avec les personnes avec qui je collaborais, parce qu'en fait, moi, je travaillais dans plusieurs villes, je recevais des missions de coaching, et puis je dépêchais des coachs entrepreneurs pour des missions de coaching en entreprise et à domicile. Et ça me plaisait plus, entre guillemets, d'avoir cette casquette d'exploitant, même si j'essayais de les payer le mieux possible. J'étais plus en accord avec ça, et au final, je me mettais à les payer de plus en plus, et moi, je gagnais de moins en moins pour le travail que ça me donnait. Donc en fait, j'ai vu les limites de mon business model. Et humainement, c'était plus du tout. J'étais arrivé à la limite aussi par rapport à ma façon de collaborer avec justement mes collaborateurs indépendants. Et donc voilà. Donc j'ai dit ok, j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je donne du coaching en ligne plutôt pour les hommes qui ont plus de 30 ans, qui souvent sont papas. Et l'autre partie, c'est vraiment la nutrition. Donc des personnes qui n'ont pas forcément besoin ou envie d'accompagnement sportif, mais qui ont besoin de se faire accompagner en nutrition, soit ponctuellement avec une consultation, plusieurs consultations, du coaching donc c'est des périodes de 3 mois que je fais pour la nutrition. En général, ça suffit. Et également la vente de livres depuis février. C'est comme ça qu'on a bien connecté, notamment Alexis. Voilà. Exactement. Bah moi, c'est comme ça que je t'ai découvert finalement, parce que alors, en fait, si je dis pas de bêtises, tu t'es inscrit sur Stenios, donc la plateforme que j'avais en collaboration avec Simon il y a quelques mois de ça, donc c'était en 2023, fin d'année 2023, quelque chose comme ça, où tu t'es inscrit. Exactement. Ouais. Pour parfaire ton éducation vis-à-vis de l'entraînement, voir voilà de la manière dont fonctionnait sur Stenios et tout. Et je voyais de loin, de très loin qui tu étais. Mais j'avais jamais vraiment pris le temps de m'intéresser à ce que tu proposais, aussi parce qu'à ce moment-là, t'étais pas encore vraiment sur les réseaux finalement. Donc, non, j'avais pas du tout, comment dire, j'avais pas du tout amorcé la dynamique sur la nutrition sur les réseaux, pas du tout. J'en parlais simplement en story, mais sinon, et puis j'étais en plus pas très actif avec mon réseau, avec mon compte Instagram de coach sportif, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc moi, c'est à ce moment-là que je t'ai découvert, c'est quand tu as lancé du coup ton activité beaucoup plus tournée autour de la nutrition, que j'ai trouvé super intéressante.
Alors je sais plus comment, j'ai dû voir passer une story. Je sais pas de quelle manière. C'est un petit peu la beauté des réseaux aussi. Des fois, Je tu tombes crois, sur moi des je m'en profils. souviens. Alors vas-y, dis-moi. Ouais, je m'en souviens, c'est que donc t'avais mis une story ou un post avec un steak mariné dans du soja, je crois que tu disais. Enfin bref, tu présentais un plat. Et puis moi, je t'avais dit, ah putain, Alexis, il faut que je te, il faut que je t'envoie faut que je t'envoie mon livre, il faut qu'on discute et tout comme ça. Et puis tu m'avais répondu. Et je crois que quelques jours plus tard, je t'avais envoyé soit le livre directement ou soit le freebook, la version gratuite. Tu t'étais abonné à mon compte, donc du coup que j'avais créé dans ce moment-là à peu près, c'était dans cette période-là. Ouais. Et puis on s'est mis un peu à discuter et euh, et puis t'avais reçu mon livre, mais c'est moi qui avais pris les devants. J'avais vu passer la story. En fait, je me suis dit putain, ça me faisait chier. En fait, je me suis dit putain, Alex, c'est un athlète. Il fait 5 tractions un bras, il fait des trucs incroyables. S'il avait une alimentation autre, tout ça, je l'avais pensé en voyant ça, une alimentation différente, mais il serait hors norme. Et puis même pour ton activité d'entrepreneur, comme moi, je me retrouve dedans évidemment. Je me suis dit putain, tu vois, c'est des trucs je peux pas laisser passer à côté parce qu'en fait c'est comme si tu vois quelqu'un qui a un problème dans la rue et tu continues ton chemin, tu vois. Et puis, il y avait ce truc de Stenios. Toi, ça faisait un moment que je t'avais déjà vu sur YouTube, que je te suivais aussi de loin. Voilà, je me suis dit, putain, le mec, il est sympa, c'est un athlète hors norme. J'aimerais bien l'aider ou juste lui dire quelques mots, tu vois. Ça va l'aider sans rien faire, en fait, juste en changeant des choses. Ça va pas lui coûter du temps ou plus d'argent spécialement, tu vois. Et ouais, et ça s'est fait comme ça, quoi, du coup. Exact. Ça me revient. Et moi, surtout, le truc à la base qui a été un petit peu l'élément déclencheur, c'est t'avais partagé un post. C'était l'un de tes premiers posts, je crois, sur du coup ta page Instagram Reborn Nutrition. Et ça Ouais. m'avait tapé dans l'œil et tout parce que c'était une pensée assez qui nage à contre-courant. Et moi, je suis très friand de ces trucs-là parce que je pense que, tu vois, je suis persuadé du fait que faire comme la masse de gens, faire comme la globalité de ce que les personnes font de manière générale, ça t'apporte des résultats qui sont dans la norme, qui sont très basiques. Et j'aime bien cette pensée de nager à contre-courant. Alors ça dépend quoi, parce que tout n'est pas justifié, évidemment. Mais en tout cas, toi, tu avais cette approche un petit peu contre-intuitive et justement de choses où on a tendance à se dire, ah bah tiens, mais ça, tout le monde pense le contraire. Du coup, qui détient la vérité, tu vois? Et du coup, ça m'avait un petit peu intrigué. J'avais fait un tour sur sur ta page Instagram, et j'avais grave accroché avec les grandes idées qui régissent un petit peu la manière dont tu abordes le monde de la nutrition. Du coup, voilà, je m'étais abonné, on avait échangé un petit peu. Tu m'as envoyé ton livre que j'ai lu, évidemment, que j'ai d'ailleurs même pas lu à ce stade-là, c'est dévoré parce que tous les jours, j'avais qu'une hâte, c'était de me poser dans ma petite balancelle et de lire mes Ouais, 10-20 oui, pages de Reborn Nutrition. je me souviens, tu m'avais dit, j'ai un livre en cours, je crois que c'était un livre de Nassim Taleb, et tu me Ouais, disais, je suis pas, enfin, pour l'instant, je peux pas commencer le livre et tout, je vais essayer de faire au mieux et tout, et exact. ce que je comprends tout à fait, tu vois. Et puis j'ai dit ok, et puis finalement, je crois 2 semaines plus tard, tu me dis putain, je l'ai fini et tout. Euh, Mhm. donc, Ouais. et Non, c'est c'est vrai clair. que quand on le commence, on a On envie de le s'arrête pas. terminer. Ouais. Ouais. Non, c'est très bien écrit. C'est un livre qui est quand même assez dense, mine de rien. Il fait combien de pages? Tu sauras mieux le dire que moi. Il fait quasiment 100 pages, mais en format A4, en fait. C'est du format A4 et écrit en 12, quoi. En 12 ou Ouais. en 11. Donc c'est pas des pages avec énormément enfin, plein de blancs partout et tout, même s'il y a il y a un peu de visuel. Effectivement, c'est organisé avec différents types de paragraphes horizontales, des colonnes verticales, pour justement que ça soit plus digeste et avoir une meilleure visibilité au niveau des pages, mais c'est très dense. C'est vrai que Ouais. il y a- ouais, Ouais. on va au fond des Beaucoup choses, d'infos. Mm. Et du coup, dans le même temps, enfin peu de temps après, je veux dire, tu as sorti un deuxième produit que tu as appelé le guide des bons aliments,
où là c'est beaucoup, ça entre beaucoup moins en profondeur. Enfin, est-ce que déjà tu peux expliquer, parce qu'avant même de parler du guide des bons aliments, est-ce que tu peux nous parler de Reborn Nutrition? Qu'est-ce que c'est? Voilà, comment est-ce que tu le décris de manière générale? Bah c'est mon bébé quoi, Reborn Nutrition. C'est moi je suis rentré vraiment de manière sérieuse dans la nutrition depuis 2012-2013. Même si j'ai toujours fait attention à ce que je mange, je pense comme la plupart des tu sais des gars qui ont la mentalité sportive, on a mangé en gros moins de merde que les autres, même si c'était pas ouf, mais on faisait gaffe quoi, à manger suffisamment de protéines par exemple. Et c'était assez basique, mais j'avais toujours cette appétence-là. 2013, arrêt du gluten, puis arrêt des produits laitiers pasteurisés, stérilisés. Et donc, et puis j'accompagne mes premiers clients à la sortie de mon diplôme en 2016 en nutrition, et ça commence par simplement un petit document Word, quoi, une page, où je compile simplement des grandes lignes que j'ai lues, donc du coup de livres ou de choses que j'ai entendues, des conseils que je reçois, des, des, des conclusions que j'ai pu expérimenter à travers les miennes, à travers mes propres expériences. Et donc ça commence comme ça, un document Word que je file aux personnes que je coach. Et donc Reborn Nutrition, ça prend un tournant euh, un peu avant le Covid, où là je commence à avoir beaucoup de demandes dans le coaching nutrition, avec des bons résultats avec l'arrêt du gluten, des produits pasteurisés et tout. Mais moi, d'un autre côté, je suis largement insatisfait des conseils que je donne aux gens et de mon accompagnement, même si ils ont des résultats probants. C'est que en fait, les problèmes que je continue d'avoir, je peux pas les régler non plus pour eux. Et je me dis c'est pas normal. J'écoute les meilleurs conseils, donc des gars comme Thierry Soucard, Julien Vénesson, Christophe Cario, qui sont un peu les figures, en tout cas d'un point de vue médiatique, quoi, euh, au niveau de la nutrition. Et et puis je me pose des questions. Je me dis mais je comprends pas. C'est pas logique, tu vois. Je me mets à écrire les infos qu'ils donnent et il y a des raisonnements qui vont pas et tout. Et que ce soit les oméga 3, le fer, l'apport glucidique, les protéines, je suis là, je me dis mais je sais pas, et ça tourne en rond comme ça pendant presque 2 ans. Et donc je commence parallèlement à bosser la nuit à mon activité entrepreneur parce que je voulais acheter un appartement avec mon ex-femme à ce moment-là à Montpellier. Et je me dis voilà, j'avais besoin d'un CDI quoi pour prendre un prêt à la banque. Et en même temps, je me dis, je suivais des gars sur les réseaux sociaux euh, enfin quasiment que des personnes outre-Atlantique, donc il fallait parler anglais et tout. Et en fait, pendant cette période-là, il se passe un truc assez ouf, c'est que je me dis, je vais aller bosser dans un hôtel américain, alors que je parlais pas un mot anglais la nuit. Je m'achète une liseuse, je suis sur Amazon pour prendre que des livres en anglais sur plein de sujets, dont la nutrition, parce que je trouvais plus mes réponses en France. Et puis toutes les nuits, je lis, j'écoute des podcasts, et en même temps, je prends des notes au boulot. Puis entre temps, des fois, je vais à l'accueil et je reçois des clients, tu vois, et je finis le matin à 8 heures, je vais bosser, enfin bosser pour mes coachings et tout. Et puis quelques mois après arrive le Covid en fait, donc le premier confinement en mars. Et là, euh, et là en fait, c'est là que vraiment l'écriture prend un autre tournant. Je me mets à écrire tous les jours et à continuer de lire, d'écouter. Et là, il y a des liens qui commencent à se faire en fait. Et donc là, j'écris pas pour écrire un livre, j'écris pour collecter, j'écris pour pouvoir me libérer de l'espace dans la tête et ensuite pouvoir comprendre en fait. Enfin, tu vois, faire des liens et tout et me dire, mais ok, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça, pourquoi? Il y a des trucs qui vont pas. Et donc, c'est que j'ajoute, j'enlève, je réorganise, machin et tout. Et petit à petit, je commence à dresser un tableau plus clair. Et ça s'affine, ça s'éclaircit. Et moi, en même temps, j'expérimente, tu vois, de l'autre côté. Putain, je dis ouais, le machin et tout. Et donc, je commence pendant cette même période-là, je commence la diète carnivore.
j'en avais jamais entendu parler. Et rapidement, quand même, je me rends compte que il y a un problème dans cette diète. Donc pareil, je fais mes recherches sur ça, je collecte des données, etc. Et en fait, ça se fait comme ça, Reborn Nutrition. De mois en mois, je teste sur des périodes assez courtes, bien définies, mais sans dire c'est l'ultime vérité, sans dire ah ceux qui font ça, ils sont machin, etc. Juste, je me mets en mode, je mets ma petite blouse blanche de scientifique et j'y vais en fait sans attendre, sans a priori. Genre, on voit ce qui se passe. Et le confinement, c'était parfait comme période en fait, parce qu'on avait du temps pour expérimenter. Donc je pense que ça a été une vraie chance pour moi et j'ai su inconsciemment du coup saisir ce temps-là pour expérimenter tout ça. Et du coup, super important, ça j'ai oublié, mais j'ai perdu mon sommeil et mon alimentation pendant cette période-là en fait où je travaillais de nuit. Je n'avais plus faim, perception du temps, j'en avais plus. J'étais irrité pour un rien, j'avais un mauvais mood, j'arrivais plus à réfléchir. La moindre décision devenait une décision qui me demandait énormément de temps, des trucs basiques. Et normal en fait. Donc je me suis mis en même temps à étudier énormément le sommeil et le lien entre sommeil, saison, rythme circadien, alimentation, santé. Tout ça, c'était dans la même période. Et donc je mets 15 jours à 3 semaines pour récupérer mon sommeil au début du confinement. Et du coup tout revient en même temps avec. Et là je me dis mais comment on ne peut pas associer sommeil et puis du coup rythme jour, la nuit, saison avec l'alimentation. Le fait de l'avoir vécu dans les deux sens, c'est-à-dire de l'avoir perdu et de l'avoir récupéré, et vraiment ça a été une leçon en fait, une leçon et une vraie expérience quoi. Et c'est ce que je dis beaucoup dans Reborn Nutrition d'ailleurs. Tu l'as lu, c'est l'expérimentation en fait, le vivre. On comprend grâce à ça et on peut pas truquer ou nous tromper par des choses qu'on a vécues, par des choses qu'on a ressenties en fait et qui sont vraies en fait, c'est pas des hypothèses, c'est pas des théories, c'est pas une étude scientifique. Je l'ai vécu par le vivre. Tu vois, comme quand on s'entraîne et que au bout d'années, on arrive à finalement passer sa première traction à bras. Tu l'as pas appris dans les livres, tu l'as appris parce que t'as pratiqué. Donc, t'as fait des erreurs, t'as fait des tests sur une certaine période. Et il y a de la méthodologie qui se fait, il y a des vérités qui en ressortent, évidemment. Comme la danse, hein. La danse, ça s'apprend pas en lisant un livre, mais ça s'apprend en dansant, en fait. Et donc, Reborn Nutrition traverse toute cette phase-là de ma vie. À ce moment-là, c'est toujours une doc Word, hein. Il y a même pas de titre, hein. Je commence à faire des petites parties, machin et tout. Et puis voilà, donc diète carnivore. Rapidement, je rajoute des fruits et quelques autres sources de glucides parce que je vois bien que ça va pas, surtout que je la fais en plein été en plus. Donc à ce moment-là de l'année, le corps il a envie de fruits, il a envie de sucre et de fruits en fait naturellement en fait parce que notre système hormonal comprend qu'on est en été, que les journées sont longues et les nuits sont courtes. Donc d'une part, il le comprend. D'autre part, les hormones du cortisol et l'insuline qui travaillent ensemble sont stimulées à fond. Donc, quand ils sont stimulés, en fait, ils fonctionnent en synergie ces deux hormones-là. Et quand elles sont stimulées, c'est soit lors d'un effort, d'un stress, ou justement par rapport à cette saisonnalité. Et c'est pour ça qu'on est naturellement aussi plus actif et que notamment nos hormones sexuelles sont beaucoup plus éveillées printemps-été que automne-hiver, tu vois. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et du coup, l'alimentation va avec. Si, bon, je déborde un petit peu, mais si... Carrément même. mais c'est trop bien. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu as une période très stressante, ou que tu fais beaucoup d'efforts et que tu manges pas de glucides, ça va poser problème à un moment donné et assez rapidement. Tu vois, ça veut pas dire que les glucides c'est la solution au stress, c'est pas ça. Mais c'est que physiologiquement, ton corps, quand il sécrète de l'insuline à une certaine intensité et à une certaine fréquence, et donc du cortisol, il a besoin de glucides, en fait.
C'est pour ça que quand on reste réveillé longtemps les journées d'automne et d'hiver, donc notamment après que le soleil se soit couché, suffisamment de temps après, on a faim, on a envie de manger quelque chose. C'est pas pour rien, c'est pas parce que ça fait 4 heures que j'ai pas mangé. C'est qu'en fait, alors qu'on devrait être en train de dormir, nos hormones, là, du cortisol et insuline, sont stimulées. Donc elles te demandent. C'est pour ça qu'on a envie de manger des choses un peu riches, tu vois, des choses un petit peu de la junk food ou quoi, tu vois, du gras, du sucre. Et encore plus quand on reste devant des écrans, tu vois, plus la lumière bleue, machin, etc. Et donc, bim, je reviens. Et Ouais, donc, tu perds pas le fil, c'est déjà non, enfin, franchement, déjà, bien joué, parce que c'est le plus difficile, finalement. ouais, parce que j'ai l'image dans ma tête Tu restes et donc, focus. c'est ça. Et donc, mon ex-femme, à ce moment-là, elle tombe enceinte et, euh, et donc, on arrive dans ce déconfinement-là, donc l'été 2020 et on déménage. On part de Montpellier, on va à Annecy, donc à la montagne, avec les fermes et tout. Et puis moi, je continue toujours du coup à écouter des choses, à me documenter. Et donc à ce moment-là, j'en suis arrivé à une conclusion, enfin à plein de conclusions, mais non, la viande blanche, c'est pas la meilleure des viandes. Non, la viande rouge, c'est pas mauvais, c'est essentiel. On mange pas assez de protéines, on mange pas de gras animal et on nous met sur les mauvaises conclusions par rapport aux produits animaux en général et le gras, les protéines. Les végétaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout que je peux manger parce que j'en ai arrêté certains et je me sens beaucoup mieux. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir une alimentation aussi variée, des fruits, des bons poissons, des bonnes viandes, des bonnes sources de végétaux qui me vont bien, ça me suffit. Et donc j'en suis là à ce moment-là. Et puis on arrive à Annecy, et là je sais pas comment, mais je me dis ouais, j'expérimente les bouillons d'os, les pot au feu à ce moment-là. J'achète plein de docs américaines sur ça qui sont top. Et je me mets à faire du pain fermenté et notamment aussi du kéfir d'eau, du kéfir de lait, parce que le lait animal, j'étais à ce moment-là, j'en buvais toujours pas. Et les produits laitiers à ce moment-là, à part du fromage, vraiment c'était pas très important pour moi et je m'étais pas attaché. Et puis on arrive donc à Annecy et il y a une ferme juste à côté de chez nous qui donne des produits laitiers, enfin qui vend des produits laitiers de chèvre. Et j'y vais et puis on achète du lait de chèvre simplement comme ça. Je me dis ok, je vais essayer. Tu sais quoi, je sais pas pourquoi j'avais une intuition. Et donc le soir même, on rentre et je bois et je mange rien d'autre quoi. Volontairement, je me dis je vais juste boire du lait, je vais me coucher, on verra ce qui se passe dans l'instant ou demain matin. Puis il se passe rien, tu vois. Je me lève le lendemain, nothing. Juste je vais aux toilettes comme d'habitude. Et là du coup il y a une lumière qui s'allume dans ma tête et je me dis bon, il y a une nouvelle piste de réflexion à aller explorer. Et donc voilà, je me mets sur les produits laitiers pendant plusieurs mois. Et là, découvre un autre truc encore quoi, que qu'on nous a menti, qu'on nous induit en erreur, et que les produits laitiers c'est fait partie des top 3 aliments. Euh, En tout cas, si on habite sur une région du globe qui peut nous en fournir, parce qu'encore une fois, l'alimentation elle est pas la même pour tout le monde. Si t'es en pleine Afrique noire, tu vas avoir accès à des fruits fantastiques et à un certain type de viande. Donc, on a tous des réalités alimentaires différentes, mais globalement, pour les peuples du Nord, enfin pour les peuples où il y a de la pâture et il y a du vert, on a des produits laitiers. Donc bref, je m'y intéresse à ce moment-là et tout, et voilà comment Reborn Nutrition se fait en fait. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à la sortie du livre. Et donc du coup, il y a beaucoup de recul en fait. Ce qui est bien avec ce livre, et je dis pas parce que c'est le mien, c'est qu'en fait, l'écriture a démarré il y a longtemps. Il y a eu énormément de mises à jour suite aux différentes réflexions que j'ai eues, aux différentes conclusions qui se sont faites, à ma progression, aux choses que j'ai comprises, aux accompagnements que j'ai eus, aux résultats que j'ai eus. Et tout ça, c'est un condensé en fait. C'est un livre qui a vécu en fait.
C'est et qui exactement. continue de vivre en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est pas quelque chose qui a été fait en un mois ou deux et puis voilà. C'est comme si c'était de la matière en fait. C'est exactement sur ça que je voulais rebondir. De ce que tu dis là depuis, ça fait 20 minutes que tu parles, je t'ai pas coupé, mais c'était tellement, en Enfin, fait, il boit un ça, peu. tu vois, ça transpire tellement l'expérimentation que je trouve ça passionnant. Et moi, j'ai un grand respect pour les personnes qui expérimentent dans un premier temps et qui l'enseignent par la suite. En fait, ça a tellement plus de valeur et tu vas pouvoir transmettre tellement plus de choses que juste en transmettant, en répétant les conseils que tu as vus sur la dernière vidéo YouTube de ton coach préféré, tu vois. Et toi, dans ton expérience, ça se sent. De base, t'étais même pas parti pour écrire un livre. De base, c'était même pas une stratégie marketing pour te faire de l'argent, pour développer ton business ou quoi que ce soit. Ça partait vraiment d'une intention personnelle de comprendre ton corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qui était les meilleurs choix à prendre pour celui-ci. Et en fait, c'est juste, Ouais. t'as mis sur papier ton expérimentation, les obstacles que tu as rencontrés, et t'as essayé de contourner ça et de créer un guide, mais qui de base était fait principalement pour toi, tes proches, tes coachés, et derrière, suite aux demandes que tu as eues, t'en as fait un livre, mais en fait, ça s'est fait naturellement et sur l'espace de plusieurs années. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que, comme je le dis, ouais, ça transpire vraiment l'expérience et on voit que tu as profondément vécu ce que tu racontes en fait. Ah, c'est exactement ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai appris moi dans ma vie et je pense que tu vas être, enfin ça va te parler, ça va résonner. C'est qu'il y a un ordre à respecter, je pense, quand on veut enseigner quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, qui veulent être quelqu'un avant d'avoir vécu ce qu'ils proposent en fait. Pour moi, l'enseignement doit venir déjà d'une pratique personnelle et d'un certain chemin, enfin, d'un cheminement. Il doit se passer des choses. Un veau ne peut pas apprendre, enfin un veau, comment dire, quand je pense à un veau parce qu'on était dans les produits laitiers, je veux dire un néophyte, quelqu'un qui démarre dans quelque chose, il a besoin de se laisser du temps, de vivre des contradictions, il a besoin de faire tomber des vérités, et il a besoin de tomber en fait quelque part pour avoir cette maturité et la façon dont il va délivrer sa connaissance, qui n'est pas la sienne en fait, mais la connaissance du domaine qu'il enseigne et comment il va aider les gens. Parce que je vois bien la différence entre moi aujourd'hui et quand j'étais jeune coach. C'est pas la même sagesse, c'est pas du tout le même niveau de conseil. Et, euh, et ouais, tu peux pas remplacer ou tromper ou ignorer avec la qualité d'un vécu, la qualité d'un effort, la transcendance qu'une expérience t'amène en fait, qu'elle soit sportive, qu'elle soit nutritionnelle, qu'elle soit humaine. C'est juste, c'est pour moi c'est la valeur qui est au maximum. C'est-à-dire que tout ce qui est études scientifiques, tout ce qui est t'écoutes un truc, on te dit quelque chose, c'est largement en dessous quoi. Et ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord et justement, ça me permet de rebondir sur ce point que tu viens d'aborder par rapport aux études scientifiques. C'est un point que tu abordes aussi dans Reborn Nutrition. Tu parles des Ah études oui. scientifiques et tu dis en fait des choses qui sont super intéressantes et qu'on a tendance à omettre parfois. C'est vraiment de prendre les études scientifiques avec des pincettes pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les études scientifiques, elles sont un petit peu perçues comme étant la vérité absolue. On nous dit que la viande rouge est mauvaise pour la santé. C'est l'OMS qui a publié l'étude. On remet même pas ces choses-là en question en fait, et on en oublie nos sens profonds. Le fait que les choses aient passé ou non l'épreuve du temps, et en fait simplement Très par important ça. simplicité, et on est aveuglé en fait par des gourous qui nous enseignent certains principes sans remettre en question les choses. Et je trouve ça super intéressant de justement expliquer et dire aux gens que les études scientifiques, c'est pas
c'est pas la vérité absolue et il faut toujours remettre en question ce qu'on nous enseigne, même si ça semble être approuvé par la majorité, encore une fois, et même si, ouais, enfin c'est ça. Donc ça, tu en parles dans le livre et je trouve que c'est un truc qui est très puissant et qui est souvent oublié. Donc les études scientifiques, en fait, ouais, faut pas les prendre comme acquises et toujours être capable de remettre en question et de tester soi-même les choses plutôt que de valider les dires de quelqu'un qui a potentiellement testé. Ouais. C'est super important de toujours remettre ces choses-là en question. Ouais, complètement. Tu vois, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à deux choses importantes que je veux pas oublier. C'est, il faut qu'on redevienne notre propre scientifique. Et on est, en fait, naturellement, fondamentalement, des scientifiques. Parce qu'un scientifique, c'est quoi? C'est une personne qui va analyser objectivement quelque chose et du coup sans avoir à tirer quoi que ça soit une carrière, de l'argent, une renommée ou quoi. Ouais. C'est tout bête, c'est un scientifique. Enfin, la démarche scientifique, c'est tout bête. Hein, on le fait tous les jours sans s'en rendre compte pour plein de choses. Et on a ça en nous, mais on a délégué comme plein d'autres choses notre souveraineté, du coup psychologique, intellectuelle, de raisonnement, que ça soit à travers les médias qui nous délivrent l'information, que ça soit l'école. Et on a été habitué à obéir. Il faut obéir à l'autorité qui peut avoir différentes formes, différents visages. L'autorité d'instituteur, l'autorité d'une institution, d'un organisme, l'autorité d'un diplôme, l'autorité de l'État, l'autorité de la blouse blanche, l'autorité du mot étude scientifique. Et on nous met ça en étendard et du coup, nous, on se soumet à ça. Et le problème, c'est que du coup, on est conditionné, on est formaté comme ça, on est plafonné et on peut pas aller au-dessus, en fait. Et oui, je le mets en avant dans Reborn Nutrition parce que pour moi, c'est fondamental et que ça s'applique pas seulement au champ de l'alimentation. J'étais obligé d'en parler parce qu'en fait, l'idée, c'est que les personnes, après, quand elles lisent ça, elles puissent avoir un éveil aussi général et que ça se fasse en cascade pour plein d'autres choses. Mais pour en revenir à cette souveraineté psychologique, c'est que en fait, si là on a notre plafond et que c'est à partir de ce plafond-là que découle la cascade de nos raisonnements et de nos décisions, du coup, en fait, on est bloqué et on pourra jamais voir ce qui se passe au-dessus ailleurs et élargir notre perception, notre compréhension, notre vision des choses. Du coup, si on dit ok, là, toutes les formes d'autorité qu'on nous a mis au-dessus, je les dégage. En fait, on récupère un espace et un horizon infini en fait. On se libère et et on se rend compte à quel point on a les capacités et la légitimité surtout pour comprendre un tas de choses et que c'est pas un papier ou c'est pas un article sur le web qui peut remplacer, comme tu l'as dit, des millions d'années de vérité. Donc Nassim Taleb en parle d'ailleurs dans son livre, effectivement, avec donc je sais plus comment il appelle ça, ce concept-là. Mais ce qui n'a pas, enfin, il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent chaque jour et qu'on veut faire passer pour des nouvelles vérités qui remplacent des choses qui sont là depuis longtemps et dont on mesure du coup soit l'aspect positif, soit l'aspect négatif, mais en général quand c'est là depuis longtemps, c'est que c'est plus favorable que défavorable en tout cas, et ça pas que pour l'alimentation. Et donc ouais, pourquoi c'est important donc de pas de se défaire de cette autorité là, qu'elle soit scientifique ou d'un statut ou quoi, c'est déjà euh, récupérer sa souveraineté, se libérer et pouvoir expérimenter tout seul. Et puis aussi, c'est en fait ne plus devenir une marionnette parce que c'est un outil de manipulation incroyable.
Et qu'est-ce qu'on fait si chaque jour on nous dit, chaque jour il y a des nouvelles données qui tombent et qui influencent du coup notre façon de penser, de réfléchir et du coup d'agir, de manger en l'occurrence. Si on se défait de tout ça, on gagne de l'énergie, on gagne du temps, on gagne de la place dans notre tête, on se fait du bien déjà. C'est comme si on mettait sur off le bouton de la radio, de la télé, et c'est bon, ok, j'ai compris que les informations ça tournait en boucle et que d'une année à l'autre, on me ressort toujours la même chose. C'est comme la météo, un jour il fait beau, un jour il fait moche, j'ai compris. Et ben qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur ma vie en fait. Je me concentre sur ma vie, je me concentre sur ce que je mange. Je peux être focus. Je tiens mon journal de bord. Je me fais de l'espace pour réfléchir, pour penser et pour avoir l'esprit clair. Et je gagne un temps fou en fait. Et là, par le vivre, je commence à comprendre, me dire, oh, putain, mais ouais, mais en fait, j'ai pas besoin d'écouter là tous ces trucs, tout ce qu'on me dit, parce que il se passe des choses en moi que je vois aussi physiquement, que je ressens, et donc ça alimente cet état d'esprit, ce nouvel état d'esprit qui est en train de naître. Et puis, tu sais, cette boule de neige qui commence à devenir plus grosse, à prendre de la vitesse, et puis ça y est, après t'es lancé en fait, et tu comprends qu'en fait, bah, on n'a pas besoin de tout ça et que on a largement la légitimité pour, si je parle de santé, challenger un médecin. Si je parle de nutrition, challenger un nutritionniste. Si je parle de sport, challenger le préparateur physique de l'équipe de France, des JO, de je sais pas quel sport. Parce qu'en fait, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui peuvent sous l'égide d'un diplôme, d'une profession, d'un statut, etc., avoir une certaine autorité, mais qui eux sont eux-mêmes victimes de ce qu'on est en train de parler. Donc finalement, c'est simplement des haut-parleurs et ils ont rien de spécial à apporter. Alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins visibles, qui sont peut-être même pas diplômés. Et que ça soit dans le domaine du médical, de la santé, du bien-être, du sport, de la mécanique, de la restauration. Et qui sont meilleurs qu'un chef étoilé ou qu'un médecin ou qu'un coach sportif parce qu'ils sont passionnés et qui sont drivés par la vérité et la croissance personnelle plutôt que simplement voilà, je profite de ma renommée ou alors je gobe les trucs qu'on me dit et je remets rien en cause ou j'ai passé un diplôme et j'en vis maintenant mais finalement c'est pas vraiment une passion, je suis pas vraiment intéressé. Tu vois? Je pense que toi comme moi, on a commencé à devenir coach et moi pour la nutrition parce qu'en fait, on était juste drivé par le truc en fait. Enfin, moi j'ai commencé ça, c'était pour moi, c'était pour mes proches et je pouvais faire ça des heures la journée en fait. Et je me souviens quand j'étais coach, je pense que toi aussi, enfin quand j'étais coach, quand j'ai démarré ça, j'étais ado et puis j'aidais mes potes quoi, et puis je faisais des petits programmes et puis t'allais sur des forums et on expérimentait plein de choses. Et déjà rien que ça fait la différence au départ entre quelqu'un qui fait quelque chose pour en métier de bouche ou qui fait les choses sans réel intérêt ou quelqu'un qui le fait avec passion et qui, quand il est dans sa passion, ne bascule pas dans le charme de la notoriété et du profit absolu, mais qui met toujours sa passion en avant. C'est d'abord le sujet qui est plus important que lui. Parce que je pense que si on met notre notoriété, notre ego et notre ambition à la chose, on va la pourrir en fait. On va la pourrir parce que on est des êtres humains et à un moment donné, on sera plus objectif et on va commencer à faire ce que le monde fait et à mentir. Tu vois, ça va être des petits mensonges au début. Puis après, ça sera des plus gros mensonges et puis après, on va finir par croire, on va devenir mythomane, on va finir par croire à nos mensonges parce que ça sera trop dur de croire qu'on est passé de l'autre côté ou de croire à des mensonges, tu vois. Donc on va commencer à devenir mythomane. Et donc je trouve que la société est aussi un peu mythomane en ce sens-là. Mais ouais, si on se libère de tout ça et qu'on redevient autonome dans notre façon de penser, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Vraiment, ouais, c'est clair. C'est très, très inspirant ce que tu viens de partager.
Et je te rejoins complètement. Et pour revenir sur les études scientifiques, c'est vrai que souvent on le pense pas forcément, mais les personnes qui financent les études auxquelles on veut nous faire adhérer, dans la majorité des cas, elles ont des intérêts derrière. Et c'est très rare de trouver des études scientifiques qui finalement sont neutres en termes de, enfin, sont dans la neutralité et ne prennent pas parti dans le résultat final de l'étude, que ce soit pour des gains financiers, puisque c'est la raison principale probablement, ou comme tu l'as mentionné aussi un petit peu plus tôt, pour la renommée, pour le statut social, pour tout ce dont les hommes finalement ont un désir profond. Et malheureusement, c'est aussi des biais psychologiques qui sont ancrés dans notre nature humaine, d'avoir besoin de statut social, de renommée, de respect, de plus de finances, voilà, parce que ça nous permet différentes choses. Et donc, malheureusement, la plupart des études vont dans ce sens-là et sont pas neutres. Donc voilà, cette petite partie, tout ça pour dire que les études scientifiques, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut analyser, mais plus que de simplement analyser, il faut tester sur soi. Parce que tu vois, il y a peu de temps, j'ai fait un post sur Instagram où je disais les cinq choses que j'aurais voulu connaître à propos de la nutrition, que j'aurais voulu connaître plus tôt à propos de la nutrition. Et je parlais justement de ces différentes choses-là, de la toxicité qu'on peut retrouver dans certains légumes, de l'apport extrêmement bénéfique en micronutriments de la viande rouge. Voilà, de choses qui, à première vue, peuvent paraître contre-intuitives et peuvent paraître insensées pour certains. Et en fait, tout de suite, le truc en plus avec la nutrition, c'est que c'est vraiment très émotionnel et les gens prennent à cœur en fait les remarques qu'on fait. J'ai absolument pas apporté de jugement négatif par rapport au fait que si toi tu manges des légumes, si t'es végétarien, c'est bien ou c'est mal. Le jugement, il y avait absolument pas de notion de jugement ici, c'était simplement des faits qui étaient exposés et les gens ont tendance à le prendre extrêmement personnellement et j'ai reçu des commentaires du style putain Alexis c'est dommage tu tombes dans la hype ouais c'est ça La tendance. dans la mode de la nutrition ancestrale dans la diète carnivore etc alors que c'est absolument pas le cas mais tout de suite on émet un jugement sans même essayer de comprendre juste parce que ça va à l'opposé de notre pensée initiale et ça, c'est un truc qui est super important d'être capable de se remettre en question, en fait. De se dire, c'est pas parce que je suis attaché émotionnellement à un type d'alimentation, à une valeur particulière, à, je sais pas, un exercice dans ta programmation, euh, que, euh, que c'est quelque chose qu'il faut pas que je remette en question, en fait. Parce que, pour prendre mon exemple, pendant plusieurs années, j'ai été végétarien. Et en fait, à ce moment-là, j'étais persuadé que le végétarisme, c'était la clé Ouais. euh, du fait que ce soit bénéfique à l'environnement, que ce soit bénéfique à ma santé, que ce soit bénéfique à mes performances. J'étais persuadé de ce truc-là. Et si on m'avait dit, ouais, bah, tu devrais essayer l'opposé, la diète carnivore, je pense que j'aurais réagi un petit peu de la même manière, malheureusement. Mais avec l'expérience, avec le recul, Ouais. en fait, je me rends compte que une grande qualité, c'est d'être capable de désapprendre ce qu'on nous a enseigné. Et, euh, et c'est un truc qui est très très difficile à faire parce que on est conditionné, on est sans cesse stimulé par des informations qui vont dans notre sens ou dans le sens inverse. Mais voilà, on nous conforte un petit peu dans notre culture, dans notre pensée, dans ce qu'on adhère, dans ce à quoi on adhère ou ce à quoi on n'adhère pas. Et être capable de remettre ces choses-là en question et être capable de désapprendre quelque chose qu'on a appris par le passé et, et sur lequel on a investi beaucoup d'efforts, que ce soit en termes d'apprentissage, en termes de mise en pratique, c'est une grande qualité et c'est quelque chose qui peut faire gagner un temps monstrueux. Là, on parle de l'aspect nutrition, mais c'est valable pour bah, mille choses en fait dans la vie. Donc, Ouais. je sais pas ce que ça t'en... C'est comme tu dis, en fait, je pense qu'on l'a tous vécu ça, et c'est-à-dire vivre quelque chose et puis penser que c'est la vérité absolue suprême. Euh, et ce que j'ai appris moi grâce à l'alimentation et le sport, c'est l'humilité dans l'expérimentation.
et surtout se protéger de tout bruit environnement. C'est notre laboratoire. Ne laisser rentrer personne, mais pas nos émotions non plus. Et c'est là vraiment que le caractère scientifique est important, c'est-à-dire je ne m'attache pas à une idée, à un raisonnement, à une émotion, à une personne, à une tendance. J'ai besoin, à ce moment-là de ma vie, d'expérimenter quelque chose, pour diverses raisons. J'y vais, mais sans attente, ni sans me dire, en fonction des résultats qu'il va y avoir, ça va remettre en cause mon identité, ou mes relations, ou je sais pas quoi, blablabli, blablabla. Et ça, c'est un biais psychologique qu'on a, et qu'on a hérité de notre passé évolutif. C'est que, donc déjà, notre cerveau, on a évolué avec, pourquoi on aime le confort? On a évolué parce on a évolué avec cette tendance-là à rechercher le confort parce on a toujours eu besoin de manager notre niveau d'énergie, en fait. Tu vois? Donc, un raisonnement facile, ça nous convient mieux que de réfléchir tout, hop, 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 un raisonnement linéaire, ah, c'est du temps, c'est de l'énergie de gagner. Donc, on a ce biais-là psychologique qui est déjà en place. On va, on va pas aimer la confrontation ou c'est plus facile, tu vois. Tu parlais de suivre la masse. Euh, suivre la masse, t'en parlais tout à l'heure quand on était. Enfin, il me semble qu'on en a parlé en tout début, mais c'est comme Ouais. suivre la masse. Suivre la masse, c'est plus facile, tu vois. Donc c'est moins d'énergie, c'est moins de tracas, bim. Donc quand on expérimente, on va se dire souvent, pour que ce soit simple, tu vois, on va se dire, allez voilà, ça y est, c'est enfin la vérité, et puis basta. Je veux plus rien entendre d'autre, et euh, et on va être dans une certaine linéarité parce que c'est plus facile pour nous en fait. Mais c'est un truc inconscient qui se passe en nous, tu vois. Et et en être conscient, ça permet déjà de pallier quasiment au problème en fait, de se dire ah non mais j'ai un truc qui est inhérent à la psychologie humaine, c'est que je vais chercher la facilité dans ma façon d'aborder les choses et de les comprendre. Et le deuxième biais, ce que je voulais dire donc tout à l'heure, c'est qu'en fait on a tendance à s'identifier à nos idées et à nos croyances et on a peur, ça c'est le côté, c'est l'aspect groupe, un truc qu'on a hérité aussi, l'aspect groupe, l'aspect intégrité ou exclusion du groupe. On a peur d'être exclu ou d'être tourné en ridicule ou de passer pour un con. Donc par exemple, si t'es vegan et puis on te dit ah bah non, tu fais de la merde, je caricature mais mange de la viande, toi, déjà, en plus, la façon dont on l'aborde, tu vas déjà être en position de défense, mais en plus, reconnaître un tort, c'est déjà difficile. Parce que on a peur de, entre guillemets, de perdre un certain statut, de passer pour un con, de perdre la légitimité, de la crédibilité, etc. Donc, encore plus sur les réseaux sociaux. Et encore plus quand on a des nombres d'abonnés, encore plus quand on a de la notoriété, qu'on a sorti des bouquins et tout. Alors que c'est une forme d'intelligence, hein, en vrai, de reconnaître qu'on a tort, et ça permet de passer à autre chose rapidement. Mais ouais, du coup, si on se dit, ok, non mais attends, j'expérimente quelque chose, où là j'ai une idée, j'ai un concept qui me plaît bien et que je trimballe avec moi pendant quelques temps, et ben si à un moment donné, il tombe ce truc-là, que quelqu'un me le fait tomber, c'est pas grave en fait, ça va pas remettre en cause mon attitude, ma personnalité, pourquoi les gens m'aiment, ou qu'est-ce qui fait que je suis tel quel. Mais c'est vraiment une peur en fait. On a peur, on a peur de passer pour un con, on a peur de perdre l'amour, la reconnaissance des personnes qu'on connaît ou non, que ça soit sur les réseaux ou dans son cercle proche, etc., etc. Donc en fait, on défend comme un morceau de viande notre identité et ce qui s'y rattache parce que on pense que ce qu'on fait, ce qu'on défend, en fait, c'est nous qu'on défend, alors que pas du tout. Et du coup, ça crée, ça complexifie finalement les échanges entre les gens et les échanges d'expériences en fait. Et du coup, c'est vrai que tant que quelqu'un n'a pas décidé de lui-même, de son propre chef, que ça soit par exemple de se remettre en forme ou de prendre du coaching avec un coach ou de changer d'alimentation, tu pourras lui donner les meilleurs raisonnements du monde que tu veux, euh, parler avec lui, etc. et tout, ça changera rien. C'est vraiment un truc que j'ai appris, c'est en fait maintenant
s'il y a que je veux, entre guillemets, aider, que ça soit un proche ou un client, je vais m'intéresser à ça. Tout Je vais part de m'intéresser, l'intention de base. ouais, je vais m'intéresser à comment il pense et je vais faire en sorte de provoquer une petite étincelle, juste un petit quelque chose, tu vois, genre pousser une petite pierre qui va ensuite rouler par sa propre force et qui va amener d'autres pierres en éboulis avec elle, mais la personne, ça sera elle qui va le faire en fait, ça. Et oui, je me souviens de cette publication-là parce que tu m'avais cité dedans et Mhm. ça m'avait pas surpris. Et c'est ce qu'on voit, que ça soit dans la rue, dans une discussion ou ou à une table avec des proches ou sur les réseaux. C'est qu'en fait, bah ouais, plutôt que de s'intéresser à la chose, on va s'intéresser à pas perdre la face et à défendre notre petit bout de viande. Et c'est là qu'on se perd, en fait. On perd du temps et de l'énergie. Parce que si, tu vois, ça c'est un truc que j'ai découvert avec ma fille. Tu vois, un enfant, il t'aime d'un amour infini. Il connaît pas la rancune. Il émet aucune condition. Il n'y a pas de chantage émotionnel. Et donc, si t'es amené à te comporter mal avec lui, il te renvoie à ton comportement, t'as aucun échappatoire, aucune excuse. Parce que lui, il continue à te sourire, à t'embrasser, à te faire des câlins. Et, et si t'es honnête avec ça, tu te rends compte, en fait, que on est, on est beaucoup dans les échanges et la relation avec les autres, on est beaucoup, en fait, drivé par notre ego. Pas le bon ego, c'est-à-dire l'ego qui fait que, l'ego, au sens, l'amour propre, ça c'est très très important. Il faut absolument avoir de l'amour propre, de l'estime, du respect de soi et un ego aussi d'un point de vue dignité, tu vois. Être digne, fier, c'est des choses qui sont normales. Moi, je parle plus de l'ego, le côté un peu l'ego moderne finalement, tu vois. Avoir l'ascendant sur son prochain parce que j'ai raison. Et donc ma fille, elle m'a fait comprendre ça et j'ai énormément progressé sur ça et du coup ça m'a aidé du coup dans ma vie pro et perso, que ça soit dans l'accompagnement ou dans ma relation avec mes proches ou les gens que je rencontrais, c'est de se dire qu'en fait, avec un enfant, avec elle, du coup, j'étais obligé de reconnaître mes torts et de passer à autre chose et d'en rigoler et je voyais mon comportement et en fait, je me dis mais c'est fou les choses comme se passent bien, se désamorcent et qu'elles peuvent avancer quand juste tu dis ok en fait ouais je me suis trompé et puis voilà, j'apprends en fait, et tu te rends compte qu'en fait, les gens t'aiment toujours autant, voire plus, que t'as pas perdu en crédibilité, et que c'est une démarche intelligente, tu vois. Et si on valorise ça comme de l'intelligence, et qu'on discutait avec les gens plus avec de l'amour, et avec moins cette peur de je suis en train de me foutre de ta gueule, et si tu me sors ça, je t'attends avec une calache, et bam bam, tu vas t'en prendre deux trois, tu vois. On serait plus décontracté, ça serait plus fluide et parce qu'au final je pense que tu vois là tu parlais de carnivore, t'as été végétarien ou vegan pendant plusieurs années. Moi je l'ai fait pendant plusieurs mois, pas aussi longtemps. Et on a tous les mêmes besoins fondamentaux et on aime tous les animaux, je pense. On aime tous la planète, on agit tous du mieux qu'on peut à notre échelle. Et c'est juste qu'on est à des cheminements différents de nos expérimentations, puis on a un vécu différent, on a des sensibilités différentes, il faut l'accepter ça. Et ce qui est dommage, c'est que d'un côté, t'as ceux qui sont alimentation exclusive végétale, qui vont être vachement agressifs sur ceux qui mangent de la viande, qu'ils soient carnivores ou omnivores. T'as ceux qui sont carnivores ou omnivores qui vont se foutre de la gueule des autres. Finalement, en fait, pourquoi on s'étonne qu'il y a la guerre dans le monde s'il y a la guerre pour un sujet comme celui-ci. C'est vraiment c'est ça, c'est la guerre mais sans tuerie, sans armes, mais c'est une forme de conflit en fait. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, enfin la plupart
des véganes et des végétariens finissent par être carnivores, ils vont à l'autre extrême, donc ils se retrouvent à aller dans le camp ennemi entre guillemets. Donc en fait, ceux qui sont carnivores, ils ont jamais, enfin, il y a jamais de basculement, il y a jamais de carnivores qui vont vers le 100% végétal. C'est soit omnivore, flexitarien, mais du coup qui est pas bon. On va en reparler ça après, Alex, ça me tient à cœur. Qui vont vers carnivore, soit ceux qui sont dans le 100% vert, qui vont dans le carnivore et qui finalement reviennent à un régime après omnivore. Donc il y a tout un cheminement à respecter et puis on vit des choses dans nos vies qui font que des fois il y a des processus qui sont un peu plus longs que d'autres, etc., etc. Une histoire personnelle, tout ça pour dire que faut aussi être un peu honnête et reconnaître que en fait le mec que t'es en train de critiquer, ça se trouve t'as été ce mec-là il y a quelques années avant. T'es en train de se foutre de sa gueule et si c'était ton frère, si c'était ton cousin et si c'était ton oncle ou ton grand-père, est-ce que tu lui parlerais comme ça? Mets un peu d'amour dans ton discours. Alors des fois, c'est bien d'être un peu piquant, on peut se laisser aussi emporter par sa passion et etc. et tout, mais il y a quand même deux poids deux mesures. On peut pas, je veux dire, pour un sujet comme celui-ci, on devrait plutôt s'entraider et essayer de comprendre. Mais pourquoi ça pose problème? Il y a l'émotion qui rentre dedans, ouais, la planète, les animaux, moi j'ai raison, machin et tout, l'ego et le côté je veux pas perdre la face. Si t'enlèves ça et que du coup on est dans une démarche fraternelle d'amour et d'objectivité scientifique tous ensemble, eh ben ok, pour l'instant tu fais ça, c'est cool, c'est bien, vas-y, moi je te parle un petit peu de ça, on en discute dans quelques temps, fais tes trucs et tout, et si t'as besoin je suis là et on en parle. Dans un climat pacifique, c'est possible en fait, mais il faut en être conscient de ça, tu vois. Il faut être capable d'éviter d'apporter un jugement sur les actions des autres, en fait. Et je pense que c'est ça qui est difficile, mais t'as trop raison et je te rejoins à 200% là-dessus. C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place et je pense que c'est dans notre nature humaine de vouloir montrer aux autres qu'on a raison et on veut faire en sorte que les gens en face de nous, nos interlocuteurs, adoptent notre point de vue. Mais c'est pas toujours la bonne manière de le faire. Enfin, après, il y a différentes manières de le faire, mais comme tu l'as dit, chacun Par évolue la à son force. rythme. C'est ça, ouais. Bah souvent, ça se fait par la force, mais c'est tout le On a été contraire qui se conditionné passe. comme ça. C'est tout le contraire qui se passe, parce que si tu veux faire adopter quelqu'un ton point de vue, le faire de manière brutale, ça va la contrarier plus que ça va la faire adopter ton point de vue. Donc en Exactement. fait, c'est au détriment de ce que tu cherches initialement à mettre en place. En plus. Mais, mais bon, ça part clairement dans un podcast philosophique. Mais je trouve ça super intéressant. On n'a pas encore Benavier, s'il trop nous abordé. entend. Ouais. On n'a pas encore trop abordé le sujet de la nutrition. Et de base, c'est vraiment... Bon, alors, je vais pas te mentir, de base, je voulais qu'on commence par l'entraînement, la partie entraînement, etc. Parce que je sais qu'on partage plein de trucs du point de vue de l'entraînement. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. On a tout juste effleuré le sujet de la nutrition. Donc je pense que l'entraînement, ça sera pour une autre fois. Mais c'est très bien, on va faire... ça sera l'occasion de te réinviter et on fera un podcast séparé sur la partie entraînement. Je pense que sur celui-ci, on va juste se focus sur la nutrition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du principe d'omnivore spécialisé? Ah, C'est voilà. justement Bah, l'une des dernières vidéos YouTube que tu as sorties aujourd'hui ou hier, je sais plus. Et je trouve que ouais. c'est un concept qui est largement incompris par la plupart des gens, en fait, Méconnu. Même qui est méconnu, même ouais. méconnu, parce qu'en fait, on pense qu'en tant qu'omnivore, on est censé tout manger. Et qu'on est censé manger de manière variée, et voilà, manger des légumes, manger des viandes, manger des poissons, manger des produits laitiers, toutes les catégories d'aliments qui existent. On pense devoir tout manger. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que le principe d'omnivore spécialisé? Voilà. Ouais, bon. Je regarde le chrono. Je vais essayer de pas tenir le micro pendant 30 minutes. Mm. Euh, ouais, alors je commencerai comme ça. C'est déjà, quand on observe la nature, dont on fait partie, il y a plusieurs types de modes alimentaires. Il y a les monovores, qui peuvent être herbivores ou carnivores. Donc les herbivores, ils vont manger que du végétal, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont monovores. Ils vont manger qu'une catégorie d'aliments, pas de produits animaux. Ils ont une structure digestive qui est propre à l'ingestion de matières végétales fibreuses, donc ils sont polygastriques. Ils ont plusieurs estomacs,
qui leur permet de transformer ces graisses en glucides, ces glucides en graisses, pardon. Voilà, les enzymes, les sucres, la fermentation, ils sont à l'inverse de nous, hein, entre taille du côlon, taille de l'intestin. Et donc voilà, c'est leur mode alimentaire. Donc par exemple, un mouton, si on lui donne des céréales ou de la viande, donc la viande, il va tout simplement pas en manger, et il a tout simplement pas la dentition, et même la forme rotative de la mâchoire ne pourra pas lui permettre, en plus des dents, de simplement mâcher la viande et de l'ingérer, et il ne pourra pas après la digérer. Mais de toute façon, il n'en aura pas envie. S'il mange des céréales, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, il meurt littéralement, instantanément. J'ai vu un mouton à qui on a donné, donc c'était avant l'Aïd, parce que mon ex-femme est tunisienne, et je sais plus, il y a un gamin qui lui ramène des céréales parce que le mouton avait faim. Et moi, je vois ça en passant, je sais plus, je vois ça et tout. 2 heures plus tard, je reviens, le mouton, il était mort, et ils lui ont ouvert, en fait, ils lui ont ouvert après, ils ont voulu savoir pourquoi, et moi j'avais dit, mais il a mangé des céréales, c'est un mouton, c'est pas possible et tout. Et ils ont ouvert, et en fait, toutes les céréales avaient été restées bouchées dans l'intestin, et ça avait créé une occlusion en fait intestinale, enfin voilà, enfin tout un bordel, après hémorragie interne, machin. Donc petite réflexion juste là pour dire que donc nous on fait partie de la nature, on est des êtres humains, les moutons c'est des moutons, mais on se rend compte que s'ils mangent quelque chose qui n'est pas fait pour eux, et qui du coup là c'était des céréales qui étaient quand même euh, traitées avec la technologie, quoi. Ils avaient été moulus, machin et tout. Donc on se dit, ok, si on donne quelque chose à un être vivant qui est pas censé manger ça, il y a quand même on peut mourir, quoi, et tout de suite. Donc c'est grave. Ensuite il y a les carnivores. Donc, voilà, lion, loup, hyène, chien, etc. qui mangent que de la viande, donc fraîche ou faisandée, quoi. Ils sont charognards bien souvent, ils chassent, mais ils mangent aussi de la viande faisandée. Donc ils ont un pH très très acide pour pouvoir digérer la viande. Et ils sont à l'inverse des herbivores, même s'ils sont monovores. Ils digèrent très très vite. Hein, ils ont pas une structure digestive qui est faite pour la fermentation. Et ils ont une dentition qui permet évidemment de mâcher la viande. Donc voilà. Et ensuite, on a les omnivores, comme nous, comme le cochon, comme la poule, et d'autres, qui peuvent consommer des produits végétaux, fruits et tout ce qui est vert, quoi, et des produits animaux. Donc les produits animaux, ça peut aller du ver de terre au poisson, à la viande, à l'oiseau. Et donc voilà. Ça nous donne le spectre alimentaire des espèces. Bon, après, je vais pas aller dans le monde sous-marin, les poissons, etc., le plancton. On s'en fout. Ce qui nous importe, c'est de comprendre, nous, en fait, pourquoi on doit manger d'une certaine façon, pourquoi on doit éviter une certaine autre. Donc, je reviens à mes herbivores. Il faut savoir que même les herbivores, ils mangent pas. C'est des herbivores qui sont spécialisés, en fait. Donc, on retrouve le terme spécialisé, c'est-à-dire qu'ils sont limités, ils ont un cadre dans cette alimentation verte, végétale, propre à leur espèce. Ils vont manger tel ou tel aliment vert. Et dans ce cadre-là, ils vont manger telle ou telle quantité avant de passer à une autre quantité. Donc ça fait quand même un cadre, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même un cadre qui est bien posé, bien défini. Donc pour les ruminants, pour les herbivores, les carnivores, c'est clair, c'est moins dense que le monde végétal. Les carnivores, ils mangent de la viande, mais même eux, par exemple, tu vas pas avoir chassé, les lions, par exemple, ils vont manger un certain type de gibier, ce qui est autour d'eux, mais ils vont pas aller manger d'autres animaux. Bon, tu vas voir le renard, le loup, c'est pareil, ils vont avoir finalement leur spectre de proie. Et puis il y a les omnivores, qui sont du coup comme les carnivores,
monogastriques. Donc si je me trompe pas, tous les omnivores sont comme les carnivores monogastriques. C'est à vérifier, mais en tout cas, nous, on est monogastriques, comme le cochon, comme la poule, comme le loup, et enfin, comme les autres carnivores. Donc la poule et le cochon, ils sont tous les deux omnivores, comme nous, mais ils mangent différemment. Et nous, on mange différemment d'eux. Donc on est spécialisé. Ça, c'est clair et net. Pourquoi on est spécialisé? Donc la poule, elle n'a pas été, enfin, à part la poule industrielle, si on prend une poule et qu'on l'élève en plein air, elle va naturellement s'alimenter d'une certaine façon. Elle sait en fait parce que elle va être élevée par ses pairs et elle va observer, elle va manger la même chose qu'eux. Donc elle sait. Et ses pairs ont été élevés par ses pairs, etc. Ils ont hérité tout ça d'un passé évolutif, comme nous. Pareil pour le cochon. Le problème avec nous, c'est que on a une évolution sociale et politico-économique que les animaux n'ont pas. Ils vivent pas en société comme nous, et donc finalement, pour les animaux de plein air, en tout cas, ça sera, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais les animaux industriels, eux, ils ont carrément leur mode alimentaire qui est bouleversé, et c'est un vrai problème, et c'est ce qui pose des problèmes dans la qualité de la viande, blanche notamment. Si jamais tu as envie qu'on en parle, qu'on a le temps, on y reviendra. Et donc, nous, c'est pareil, on a hérité d'un passé évolutif. Et on grandit avec nos pères dans un certain environnement, et on est censé manger et trouver certains aliments, et d'autres pas. Donc, on a d'abord été végétarien avec nos plus lointains ancêtres, puis après on a été d'abord charognard avant de pouvoir chasser, et puis avec l'apparition des outils, on a pu chasser, et on a évolué dans un monde et avec, on s'est déplacé aussi sur le globe, il y a eu des changements climatiques, tout ça fait que on a eu les compétences, les capacités et le besoin à un moment donné pour, de toute façon, et en plus avec l'histoire qu'on avait eue, on pouvait s'adapter à notre environnement et on a pu du coup manger quand même une certaine diversité de choses, mais une diversité relative. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, elle nous propose en quantité et toute l'année des choses qui, avant potentiellement, soit représentaient une petite partie seulement de notre alimentation journalière et sur une petite partie de l'année, soit nous propose des choses qui sont donc des choses complètement artificielles, comme les produits alimentaires, ou des choses qu'on a créées en fait. Et on a tout un tas de nouveaux légumes, de nouveaux trucs qui n'existaient pas avant, ou à l'échelle sauvage qui existaient un petit peu, mais qu'on mangeait pas parce qu'en fait on ne pouvait pas le consommer si c'était pas justement comestible, parce qu'aujourd'hui on mange énormément de choses parce qu'on a accès à la cuisson. Et que avant ça, il y a des procédés technologiques qui sont réalisés, notamment pour les céréales, tu vois. Tout ce qui est fait pour pouvoir consommer des céréales, et malgré tout, on mange des céréales, et t'as vu tous les problèmes qu'on a? L'hypersensibilité que les gens ont sur la consommation des céréales, même si on parle pas de gluten, c'est affolant. Alors, comme le mouton, en fait, c'est ce que je dis aux personnes qui me demandent des conseils ou que j'accompagne, c'est, ok, t'es pas obligé de manger cru que du cru, ou même de manger cru tout court, même si je te le conseille. Si tu manges cru tel ou tel aliment, fais le test, tu verras. Si tu peux pas le manger cru, ne le mange pas cuit. Si tu peux le manger cru, t'as le choix. Mange-le cuit aussi, c'est cool. Voilà. Mais quelque chose que tu ne peux pas manger cru qui va te rendre malade à une intensité plus ou moins importante, ne le mange pas. De toute façon, la nature est simple et est claire. Ce qui te fait du mal n'a pas d'intérêt nutritionnel pour toi. Ce qui te fait du bien est sain et a de l'intérêt nutritionnel pour toi. Un fruit ne te fait pas de problème, il a l'intérêt nutritionnel, il te fournit de l'énergie, il y a de la vitamine C, du potassium, des choses comme ça. Tu manges de la viande, t'as aucun problème. On nous sort des études, effets à long terme, cancer, machin et tout, mais tu manges de la viande toute seule, t'as pas de problème. Avant, pendant, après, et peu importe, tu vois, la durée. Alors à part les personnes qui ont eu un régime végétarien pendant très longtemps, vegan, qui ont pu les enzymes, les bonnes sucs digestives, etc. S'ils mangent une viande qui est un peu grasse, ils peuvent avoir des petits problèmes de digestion. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais on a un pH intestinal, enfin le pH de notre estomac, qui est au moins autant acide, voire plus acide que certains carnivores. Et pour la petite histoire, le chien, comment on l'a rencontré, comment il est devenu le meilleur ami de l'homme, on l'a rencontré sur les mêmes territoires de chasse.
Et au fil des années, c'est devenu un compagnon de chasse, puis un compagnon de vie. Et ça, on en est certain, c'est de la science anthropologique, archéologique. C'est de la vraie science. C'est pas de la science théorique, c'est de la science qui est basée sur des preuves passées. Puis après, il y a évidemment les preuves vivantes qui continuent de vivre et qui ont un mode de vie le plus proche possible de nos ancêtres. Donc l'alimentation omnivore spécialisée, c'est ça, c'est de se dire on a hérité d'un mode alimentaire. Il n'y avait pas tout ça avant. On est fait pour manger des produits animaux et des produits végétaux. Et le cadre, il va se faire dans les produits végétaux, finalement. Ok. Et c'est pour ça que dans le livre, dans Reborn Nutrition, je dresse un spectre de toxicité végétale. Et le meilleur moyen de revenir à cette spécialisation, c'est en fait ce que je disais là juste avant, c'est ok, vas-y, mange ça cru, chiche ou pas, vas-y, mange le cru, sans rien d'autre, mange le cru, mange ton brocoli cru, mange ton chou-quel cru, mange tes céréales crues sans rien, et ressens là, vas-y, fais-toi un petit muesli brocoli, chou-quel, céréales sans rien, et vas-y. Si t'as pas envie, déjà tu peux suivre ton intuition. Sinon, vas-y, va au bout, vois ce qui se passe. Et si même quand tu le cuis, tu sens que ça va pas, tu sais que cru, ça va pas aller, ça va être pire. Et tu te tiens un petit journal de bord alimentaire et tu verras qu'assez rapidement, tu vas faire du nettoyage et tu vas revenir à des végétaux qui te vont bien. En général, les végétaux qui nous vont bien, qui sont très anciens, ça va être les courges d'été, courges d'hiver. Donc la courgette, c'est la courge d'été. Les courges d'hiver, on butternut, potimarron, machin. Les tubercules, la carotte, et puis voilà, les olives, avocats, ça c'est les fruits non sucrés, et puis tous les fruits, évidemment, ça c'est une catégorie à part. Mais voilà, au niveau des végétaux, finalement, c'est assez restreint. Et puis voilà, donc le régime omnivore, oui, on nous dit depuis tout petit qu'il faut varier, il faut de la diversité et tout, et en fait c'est un faux message. En fait, omnivore, ça veut pas dire tout manger, n'importe quoi. En fait, tout être vivant sur Terre a un régime alimentaire spécialisé, qu'il soit omnivore ou monovore. Et nous, on peut pas déjouer de cette règle-là. Et puis c'est quelque chose qu'on a hérité, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire le lien avec notre histoire, parce que les gens pensent que les champs de maïs ça a toujours été là, que les poivrons ça a toujours été là, qu'on a toujours mangé comme ça, le pain, etc., les pâtes, les sauces. Alors qu'en fait, l'agriculture, elle existe, l'agriculture en tant que telle, je veux dire de façon vraiment, il y a eu tout un cheminement, mais de façon vraiment très très officielle, très claire, elle a 10-12 000 ans. Mais nous, on est des êtres millionnaires. C'est-à-dire que ça représente même pas une heure sur l'échelle d'une année, 365 jours, avec 24 heures par jour. C'est rien. Et l'argument qu'on nous sort en disant oui, mais on s'adapte, notre organisme, il s'adapte, machin et tout, c'est des conneries, c'est du bullshit. On le voit qu'on s'adapte pas. Regardez les gens autour de vous. Il n'y a jamais eu autant de skinny fat, de personnes qui sont maigres et grasses en même temps, de personnes en surpoids, de personnes qui sont très maigres, de personnes qui ont des problèmes de santé diverses, de cancer, de pathologies auto-immunes, articulaires, enfin. Et tous ces problèmes-là, elles n'existent pas dans les preuves vivantes qui ont un mode de vie et donc une alimentation ancestrale. Et ancestrale, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me manger un gâteau au chocolat. En fait, ça a pas de sens. Faut pas, comment dire, tout confondre. Ancestral, c'est simplement honorer les besoins de notre organisme qui est ancestral, en lui donnant ce dont il a besoin et en évitant les choses qui vont lui faire du mal. C'est renouer simplement avec notre espèce, avec notre corps, et c'est respecter la perfection qu'il avait à sa naissance, c'est lui donner tout l'amour qu'on peut avoir, toute la bienveillance, et parce qu'on va vivre avec jusqu'au bout. Et donc il y a besoin de faire ce lien avec nos ancêtres. Et d'ailleurs, j'ai parlé des preuves vivantes, mais on a des preuves archéologiques très claires sur la dentition, sur
sur la composition de nos os, avec l'apport en protéines, les dents, l'évolution de la taille de la boîte crânienne. Enfin, vraiment, c'est très très étayé et le monde sérieux anthropologique et archéologique est d'accord dessus. Ils sont unanimes. Donc, on a besoin de faire ce lien. C'est important pour comprendre les choses et s'investir, s'impliquer. Peu importe ce qu'on fait, on a besoin quand même d'avoir un lien originel, d'avoir un lien logique et cohérent, que ça soit l'entraînement ou l'alimentation. Pour l'alimentation, c'est notre évolution, c'est notre histoire. C'est quand même dingue de se dire que des millions d'années, en fait, c'est tellement grand, c'est tellement loin que c'est abstrait, en fait. Et c'est ça qui est dur pour nous, en fait, c'est qu'on vit dans un monde où on pense que la réalité, c'est hier. Tu vois, la réalité, c'est nos grands-parents. Souvent, quand je parle avec des gens, ils me disent ouais, mais nos ancêtres et tout. Je dis attends. Quand tu parles d'ancêtres, tu parles de quelle amplitude de temps? Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, l'Antiquité, machin, je sais pas quoi. Je dis c'est rien l'Antiquité, ça a 2000 ans, c'est rien ça. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a la période préhistorique, paléolithique et néolithique. Et clairement, si on veut renouer avec nos besoins fondamentaux, il faut déjà aller voir avant la période néolithique. Et dans la période néolithique, il y avait encore plein de bonnes choses. Ça a été les débuts des changements, et ça a vraiment pris un tournant radical à la fin du XXe siècle, avec le début, enfin avec la Première Guerre mondiale, puis après avec l'essor de la révolution industrielle qui avait déjà démarré dans le XIXe, où là en fait on a fait n'importe quoi. Que ça soit pour le lait, on l'a mis obligatoire dans les écoles, mais en le pasteurisant. On a dit que le tabac c'était pas mauvais. On a les médecins d'ailleurs, hein, c'était des médecins en blouse blanche qui nous sortaient des études et qui disaient non, allez-y, le tabac vous pouvez y aller, machin. On vit la même chose aujourd'hui pour d'autres sujets. Et Lesquels? pourquoi Lesquels? Pour lesquels lesquels? sujets? Ouais. Et ben voilà, j'en viens. C'est-à-dire on vilipende depuis 70 ans le sel, les graisses et les protéines animales, parce qu'en fait, ça vient asseoir une dynamique politico-économique qui allait dans les intérêts des gouvernements, notamment de l'OTAN. Donc ça, c'est pendant les guerres mondiales, qui se sont dit bon maintenant, enfin voilà, faut remplir les caisses et puis on a besoin d'argent de toute façon et puis voilà, c'est comme ça que fonctionnent les gouvernements. C'est comme une entreprise, il faut augmenter le PIB. Donc ils se sont dit quoi? On va y aller à fond avec l'agriculture. Et en fait, ils ont utilisé des chercheurs, des scientifiques pour asseoir le passage de lois, des décisions agroalimentaires. Enfin, ils ont mis en avant les céréales. Ils ont dit en fait les produits animaux, là, le sel, machin et tout, c'est des conneries. Ça fait des problèmes et tout. Ils ont mis en même temps le lait pasteurisé dans les écoles et tout ça en l'espace de 20-30 ans, ça s'est fait d'un bloc en fait. Les gens ont commencé à avoir des problèmes, mais il y a ce décalage, tu sais. Ils se sont dit ah bah oui, on a des problèmes parce qu'on mange comme ça, donc faut qu'on les écoute en fait, tu vois. Mais en attendant, tous ceux qui vivaient dans les fermes et qui continuaient de boire du lait cru, de manger du fromage, du beurre avec leur pain au levain le matin et qui avaient une alimentation traditionnelle, elle était peut-être plus ancestrale, mais elle était, enfin, et encore quoique, elle était traditionnelle dans le sens où elle était encore très très saine. Ils mangeaient pas n'importe quoi comme végétaux et ils mangeaient ce qu'ils cultivaient. Donc et tout ça, en fait, ça a fait boule de neige. Et on a mis de plus en plus en avant une alimentation hyperglucidique avec forcément une alimentation hypolipidique, puisqu'on disait que les graisses animales et, euh, et les protéines animales c'était dangereux. En même temps qu'on disait que le tabac, vas-y, hein, tu peux y aller. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est dans la même période. Et puis après, ah bah, ils ont commencé à faire des champs de tournesol, des champs de machin et tout. Ils ont vu qu'ils pouvaient faire de l'huile avec. Ils ont commencé à dire ouais, par contre les graisses végétales c'est bien les gars, allez-y. Bim, on a commencé à dire que les huiles végétales c'était bon, c'était plein d'oméga 3 et que les oméga 3 il en fallait absolument, que les graisses saturées donc les graisses animales ça bouchait les artères, bam 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 bam. Et
Et puis après, l'industrie agroalimentaire a continué à créer des choses, des plats cuisinés, des produits alimentaires, des viennoiseries, des machins, enfin, tout un tas de trucs. Et on en arrive aujourd'hui, en 70 ans, on pense que, voilà, notre modèle alimentaire, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui et qu'on doit accepter. Parce que ce qui est marrant, c'est que les gens ne mangent pas comme moi ou toi et sont malades, ont plein de problèmes de santé ou plein de problèmes physiques. Tu vois, donc, ils écoutent les recommandations, ils vont pas bien, mais ils prennent quand même 5 avant le standard et ils continuent. Ils se disent non mais c'est parce que je fais pas assez de sport ou je marche pas assez ou ah ouais mais là j'ai mangé un petit bout de viande alors tu vois. Du coup ils sont biaisés même dans la perception parce que plutôt que de se dire c'est sûrement ça qui pose problème et tout, bah non parce que comme ils ont foi dans l'autorité et qu'ils sont plus dans un état d'esprit de être son propre scientifique, ils vont pas chercher le problème là-haut, ils vont chercher le problème dans en fait eux en fait, ils vont encore plus se culpabiliser, ils vont dire ah non mais c'est parce que je fais pas assez bien par rapport à ce qu'on me dit puis des fois je craque et tout, tu vois. Ah, mais tu craques ou tu crois que tu craques parce qu'en fait, t'as pas une bonne alimentation. Si tu mangeais de la bonne graisse animale, des bons fruits, du miel, des bons produits laitiers, t'aurais pas envie de manger tout cette junk food, tu vois, etc., etc. 26 minutes, Antoine. Ouf, C'est le Paris temps. tenu. Euh, non, Paris non tenu. J'avais dit quoi? J'avais dit 30 minutes, non? Que j'allais essayer de tenir pas 30 minutes. Ah, c'est exceptionnel. Mais je te laisse parler parce que t'as une capacité. En fait, tu connais tellement bien ton sujet. Je trouve ça, enfin, franchement, je trouve ça hallucinant. Tu Enfin, connais tellement bien ton sujet et t'as une capacité à rebondir et à enchaîner sur les différentes idées que j'ai rien à dire. Tu vois. Enfin, je pourrais t'écouter parler pendant comme des une heures et balle des heures. rebondissante. Ah non, mais concrètement, franchement, je pense qu'il y a jusqu'à présent, bon, j'ai pas fait 1000 podcasts, il n'y a pas encore de podcast où j'ai été aussi peu présent que celui-là, je pense. Mais c'est trop Bon, bien, franchement, non, c'est excellent. je vais à mon tour de te poser des questions maintenant. Non, on va Alors continuer, on va Alexis, parle-nous de continuer. toi. Et on est là pour ça, hein, de toute manière. Hein, si je t'ai invité, c'est justement pour que tu nous racontes un petit peu toute ton expérimentation, tout ton parcours vis-à-vis de l'alimentation. Et Mais tu pour le faire le fais récap, du coup, exceptionnellement bien. on a parlé de quoi? Parce que Alors, pour faire le récap, déjà de ce premier point, c'est que on est des omnivores spécialisés et on n'est pas, c'est pas parce qu'on est omnivore qu'on est censé tout manger. Donc il y a une vraie distinction, je pense, à faire avec ce concept-là, avec ce principe-là, qui est encore une fois un principe qui a été prouvé sur des dizaines de milliers d'années. Et pas seulement sur l'espace des millions d'années même. des millions d'années même, et pas seulement sur l'espace de quelques milliers d'années. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est voilà, en fait l'alimentation et notre santé de manière globale. Alors même si par le passé on n'avait pas toutes ces justement ces études scientifiques qui étaient réalisées, la modernisation et l'avancée médicinale qu'on peut avoir aujourd'hui, mais mine de rien, je pense que c'est un fait qui est avéré. La santé des gens était bien meilleure par le passé. Le niveau d'énergie des gens était bien plus constant. Il y avait moins de maladies, moins de cancers, moins de diabète, moins Mais tu de... vois là, c'est très juste ce que tu dis, mais c'est important de le rattacher à une période précise de l'histoire parce qu'en fait, quand on dit ça, et je pense que c'est ce que tu veux dire, c'est que tu parles d'une période qui est euh, avant, avant le Moyen Âge et après l'industrialisation. Donc ça veut dire que c'est voilà, il y a une partie, même quand l'agriculture est arrivée, les gens étaient encore en très bonne santé jusqu'à l'Antiquité, et après ça a commencé à décroître. Mais est-ce que toi tu veux parler de cette période-là, ou même majoritairement, vraiment globalement, nos lointains ancêtres? Même avant les lointains ancêtres, finalement, Bien sûr. ceux qui n'ont pas été influencés par toute la modernisation, la mondialisation, l'agriculture intensive et toutes ces choses-là qui, finalement, Ouais. sont le fondement des choses néfastes qui nous affectent aujourd'hui. Ouais, complètement. Complètement. Et puis, pour rejoindre ce que tu dis, il y a ces preuves vivantes, en fait, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique latine, en Asie, que ça soit plus haut chez les Inuits, que ça soit sur certaines îles, en fait. C'est clair, en fait, les preuves vivantes sont là pour confirmer, pour ceux qui sont pas sûrs, ou pour les sceptiques, et ils ont bien raison de l'être potentiellement,
des preuves du passé. Les preuves vivantes sont là en fait pour montrer que le potentiel humain, il est atteint en respectant et en honorant certains besoins que ces peuples-là, que ces personnes-là vivent en fait et ont au quotidien, et n'ont pas toute une palette de choses qu'on nous dresse comme vitales, comme indispensables, tu vois. Alors, ça me fait venir une petite question. Toi, c'est quoi les trois croyances au moment où tu t'es plongé dans ce monde-là vraiment de la nutrition, que tu as fait tes recherches, que tu as écouté des podcasts, que tu as lu des livres, des études, etc. Ça a été quoi je sais pas s'il y avait 3 à 5 grandes croyances limitantes que tu pouvais avoir par notre conditionnement général depuis notre enfance dans notre société actuelle, que tu as brisé suite à justement, bon, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que, voilà, si tu devais en citer 3 à 5 les plus importantes, les plus profondément ancrées, Ouais. qu'est-ce que tu as remis en question? Donc la viande rouge, comme quoi c'est pas que des protéines, c'est un vrai nutriment, c'est un vrai aliment et que c'est absolument essentiel et pas du tout nocif. Ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est les huiles végétales sont pour la plupart nocives et pas du tout et n'occupent pas du tout la place qu'elles devraient occuper, c'est-à-dire sur le côté et pas dans notre mode alimentaire. Ça devrait être les graisses animales. Et les graisses végétales représenteraient à peine une partie infime, quoi. C'est-à-dire 5 à 10%, et on les Alors obtiendrait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve de C'est manière. l'inverse. C'est C'est l'inverse, c'est ça, l'inverse. c'est que le ratio On est veut que les graisses complètement. saturées. Ouais, excuse-moi Alexis, exactement. On veut que les graisses saturées elles occupent cette place-là de 10% des graisses polyinsaturées, des graisses végétales, et que les graisses végétales occupent la majorité. Alors qu'en fait, justement, je fais une petite parenthèse, mais c'est que les graisses végétales, si elles sont pas monoinsaturées, les graisses monoinsaturées, ça concerne pour les graisses végétales uniquement les fruits non sucrés, donc coco, cacao, palme, avocat. Et donc, c'est ce qu'on appelle les oméga 9 aussi. Tout le reste, toutes les autres graisses polyinsaturées, c'est des oméga 3 ou des oméga 6. Donc quand on nous dit, sous prétexte de bouffer des oméga 3 et d'avoir une alimentation soi-disant anti-inflammatoire, de bouffer des huiles végétales qui sont en fait pro-inflammatoires, parce que c'est des oméga 6 essentiellement, et que les formes chimiques d'oméga 3 présentes dans les produits végétaux ne sont pas du tout celles dont on a besoin, parce que nous on a besoin de DHA et de EPA par exemple. Mais putain, on se fout de notre gueule en fait. Mais vraiment, et on fait du mal aux gens. Et moi ça me révolte en fait, parce que à ce point-là, tu vois. Et en plus le pire c'est qu'on dit arrête d'utiliser ton beurre pour cuire ta viande, utilise de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Mais est-ce que vous savez que les graisses polyinsaturées, elles sont très instables de par leur forme en fait, et qu'elles sont pas du tout faites pour la cuisson. C'est-à-dire qu'elles vont très vite rancir, ça va créer des oxydants libres, et là on va augmenter encore plus l'aspect inflammatoire et toxique pour l'organisme, et ça va être pro-cancérigène. Mais c'est de la dinguerie. C'est-à-dire que même le beurre, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport aux huiles végétales. Et la graisse coco, bim, graisse monoinsaturée, donc c'est à part. Très stable à la chaleur. Donc ça, c'est les deux premières choses que je retiendrai. Ensuite, donc, graisse végétale, non, graisse animale. Viande rouge, pas que des protéines, pas dangereuse et bourrée de nutriments. Encore plus quand c'est de la viande grasse. Troisième point, on n'a pas besoin de ces pseudo-céréales, sucre lent, féculents. Ça nous intoxique, ça nous fait du mal. Et c'est juste, enfin, nutritionnellement parlant, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a rien dedans. Par contre, Les fibres, en termes d'économie et en termes de facilité à produire des grandes quantités pour nourrir ah oui, des populations gigantesques, ça a un réel intérêt. exactement. En fait, à qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est, moi, j'ai jamais vu de pub. Enfin, il y a beaucoup moins de pubs pour les fruits, la viande, le poisson, les œufs ou des bons produits laitiers que toutes les merdes qu'on nous vend à base de céréales. Et donc, je mettrais dans le même panier les légumineuses.
céréales, légumineuses, même combat. Je peux pas les manger crus. J'ai besoin, il y a besoin, si je les cuis pas, qu'il n'y a pas de procédé de nettoyage, qu'il n'y a pas un procédé technologique pour les consommer, je ne peux pas les consommer. Donc, cet aspect sucre lent, féculent, on nous a baratiné. Enfin, ça n'existe pas en fait. Sucre lent, féculent, ça veut rien dire. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais une fois que j'ai enlevé ça de mon alimentation et que je me suis mis à consommer quelques bonnes sources de glucides, notamment essentiellement des fruits et du miel, oh, c'est la libération avec plus de graisse végétale, mais un truc de dingue. Que ça soit en termes de digestion, de performance, de somnolence, d'énergie, de tout, de tout, de tout, de tout. Quatrième point, les produits laitiers. Redonner la part belle aux produits laitiers crus et arrêter complètement les produits pasteurisés. Et tu bénéficies d'un trésor nutritionnel absolument incroyable. C'est un vrai game changer. Et le dernier, les abats et les organes. Juste avant, Ah, dis-moi. bon, tu l'as dit trop tard, mais on va revenir sur les abats et les organes juste après. Mais les produits laitiers pasteurisés, c'est vrai que c'est un truc. Moi, tu vois, c'est pareil. Je consommais pas pas du tout même de produits laitiers parce que j'avais la croyance que les produits laitiers étaient néfastes pour différentes raisons, etc. Qu'on était des humains et qu'on n'était pas censé boire le lait d'un autre animal, le lait maternel d'un autre animal. Mais ce que tu expliques aussi très bien dans Reborn Nutrition, c'est qu'il y a une différence qui est considérable entre les produits laitiers pasteurisés, donc que ce soit le beurre, les fromages ou le lait, et les produits laitiers au lait cru, qui sont du coup non pasteurisés et qui sont non chauffés à haute température. Et en fait, c'est là où il y a tout l'apport en micronutriments et en oligo-éléments qu'on retrouve pas du tout dans les produits laitiers pasteurisés, qui sont, qu'on se le dise très clairement, qui représentent peut-être 95% d'un étalage dans un supermarché. Il y a énormément de produits laitiers pasteurisés et très très peu de produits laitiers non pasteurisés. Bah, pour bénéficier encore une fois aux industriels, puisque ça permet de repousser les DLC et donc de vendre, d'exporter, et voilà, donc ça bénéficie à ces gens-là une fois de plus. Mais ça, c'est une distinction qui est super importante à faire, parce que finalement, si on achète des produits laitiers pasteurisés, c'est comme si on buvait, et tu le dis encore une fois, je reprends tes termes dans Reborn Nutrition, c'est comme si on buvait ou on consommait des produits qui sont morts et qui sont dépourvus de tout nutriment en fait. C'est complètement ça. Et en fait, donc en plus de boire quelque chose qui n'a aucun intérêt, on se fait du mal et on donne de l'argent à des gens qui, avec conscience, savent que ça nous fait du mal. Et les produits laitiers à base de lait cru, c'est l'aliment le plus nutritionnel. Il y a 23 micronutriments. Il y a des choses qu'on retrouve que dans les produits laitiers, comme le facteur Wulzen, comme l'acide butyrique, comme les folates. Et tu sais, le pire, c'est qu'on a interdit les femmes enceintes de consommer des produits à base de lait cru, alors que c'est un cadeau exceptionnel pour le futur enfant et pour la mère et pour le futur fœtus. Moi, à mon ex-femme, je lui ai dit, mais, enfin, de toute façon, elle était bien, avec moi, elle était bien encadrée, mais je lui ai dit, mais, t'inquiète pas, mange du cru, vas-y, machin et tout. Tu vois, on veut donner du lait en poudre. On laisse pas les femmes, les mères allaiter. Et même quand elles sont enceintes, on leur dit, pour donner du fer à votre enfant, donnez des légumineuses ou des céréales, ne mangez pas de produits laitiers crus. En fait, on dirait que tout est fait pour nous écarter des bons aliments, nous donner de la merde. Et qu'on soit malade et qu'on achète des produits et dès la grossesse, les industries pharmaceutiques. Ouais, moi une infirmière, la sage-femme qui s'occupait de mon ex-femme, moi je me suis fait passer, j'ai rien dit, mais elle nous donnait des conseils et tout alimentaires. À un moment elle dit bon bah là ça va être important de manger du fer parce que vous avez perdu du sang et tout, donc ce que je vous conseille c'est de consommer des céréales. Si j'étais là, je fais mais why? Je vois quelqu'un qui a pas de connaissances. Il va prendre cette information-là qui vient d'une certaine autorité, pensant d'une personne qui lui veut du bien, mais qui est incompétente ou qui n'est pas suffisamment concernée par le sujet pour pousser la chose de plus loin, qui a reçu une formation à un moment donné de sa vie et qui donne ça, tu vois. Et pour moi, c'est irresponsable, quoi.
De la même manière qu'un médecin généraliste ou qu'un kiné du sport va te conseiller de t'arrêter parce que tu as un petit bobo à droite ou à C'est le gauche. même combat, c'est pareil. C'est la même chose. C'est Finalement, pareil. on s'en remet à l'autorité et au statut social d'une personne en pensant encore, sans remettre en question, on en revient au Mm. débat initial qu'on avait il y a quelques conversations de ça, sans remettre en question, sans questionner le jugement et l'hypothèse de la personne. Et ça, c'est très grave. Donc Ah ouais. oui, c'est pour ça, même les personnes qui nous écoutent là, et il y a un intérêt qui se fait, elles captent des informations, mais elles doivent pas nous boire nos paroles. Euh, il faut qu'elles gardent cette capacité de remettre en question et de se dire, ok, ça a l'air intéressant, ça a l'air véridique, c'est très pertinent. Je je vais m'y intéresser, je vais m'y atteler, mais c'est pas parole d'évangile non plus, tu vois. Ouais. Mais Donc oui, je trouve quand même que tu vois tout ce dont tu abordes dans ton contenu de manière générale, je trouve que c'est quelque chose qui finalement coule sous le sens. C'est-à-dire que c'est en fait une fois que tu te poses les bonnes mais c'est ça en questions, fait. Ouais. que tu réfléchis un petit peu, tu te dis mais oui mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant? Pourquoi est-ce que manger de la viande rouge, je me suis conditionné à me dire que c'était mauvais pour la santé? Pourquoi est-ce que c'est vrai que la question de l'agriculture, bon après, quand t'as pas le fond du raisonnement et quand on t'explique pas concrètement les choses, c'est difficile d'y penser de soi-même Ah non, ça. parce qu'il faut une certaine connaissance, une certaine expertise. Mais une fois qu'on t'expose ces vérités-là, qu'on t'expose ces choses-là, moi c'est le truc que je me suis dit, c'est mais putain mais en fait c'est juste ultra sensé quoi. C'est évident. Maintenant que je le sais, c'est évident. Et Mais en pourtant fait, c'est c'était des ça, trucs, j'étais c'est tellement dans le conditionnement que je les remettais même oui. pas en question. Les La produits laitiers vérité c'est pas résonne bon. en nous quand notre sens du discernement et notre bon sens ont été touchés. Et là, tu sais que tu peux faire confiance parce que c'est quelque chose d'intrinsèque qui te concerne. C'est pas une donnée qu'on t'a injectée, entre guillemets, pour le dire comme ça me sort comme ça, mais c'est mon beau sens et mon discernement qui vient de faire un cheminement et donc je peux lui faire confiance. Et donc c'est ça qui est important et je te remercie d'en parler et je pense que ça transcende dans Reborn Nutrition. C'est en fait, je m'adresse au bon sens, au discernement euh, à travers justement euh, différents éléments et la personne elle va pouvoir juger de la pertinence de ces éléments-là. Mais par contre, une fois qu'elle a jugé de la pertinence de ces éléments-là et qu'elle va rentrer en fait dans ce raisonnement qui est tiré d'objectivité sur de la vraie science, sur des preuves vivantes et passées et de la science physiologique et biologique pas détournée et que ça va faire son chemin en elle et que tout va s'aligner, là la confiance peut s'installer. Et là, on peut aller ensemble quelque part, tu vois. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'accompagne, c'est en éduquant en fait. J'éduque, je laisse à la personne le temps de faire son petit chemin, on en parle, je veux qu'elle me challenge, etc. et tout. Et donc, t'as tout à fait raison quand tu parles du kiné, du médecin généraliste, c'est qu'au final, c'est pas le même fond, mais c'est la même forme. Et on en avait parlé au début du podcast, tout part de là en fait, et peu importe ce que on observe toujours le même, ouais, le même fond, la même forme, pardon. Enfin je m'en sors plus, mais t'as compris quoi. J'ai compris. Ouais, ouais. Non, mais concrètement, ouais, mais ouais. Ok, donc pour revenir un petit peu là où on s'était arrêté, donc Produits laitiers. t'allais nous parler des abats et des organes. Ouais, donc j'avais dit en premier, remettre sur un piédestal la viande rouge et entre guillemets la dépoussiérer de tout le mal qu'on avait pu lui faire. Plutôt les graisses animales que les graisses végétales, de loin. Les céréales et légumineuses, toute cette histoire de féculents, de fibres absolument indispensables, on pourra en parler peut-être des fibres juste après. Les produits laitiers, pareil, changement de paradigme. En fait, le problème, je suis pas intolérant au lactose, je suis pas intolérant au lait de vache. Le problème, c'est la nature des produits laitiers qu'on me vend. Ok. Et en cinquième, abats et organes. Les abats, les organes, c'est un trésor Trésor. nutritionnel et on Ah a bah tu vois. accès, ouais, on a On- accès avec peu de choses, en quantité, à énormément de micronutriments. Et, et c'est des choses que même nos grands-parents consommaient encore, tu vois.
Et ouais, ça c'est vraiment les 5 grosses lignes si je devais m'arrêter là, les 5 lignes majeures. Donc vraiment, et pour couronner ça, ça serait redonner la part belle vraiment aux produits animaux, la place centrale aux produits animaux et donc aux graisses et aux protéines animales. Manger plus de fruits comme source de glucides, se limiter à quelques sources de glucides et puisque de toute façon on évince tout le reste, les végétaux qui sont toxiques, les légumineuses, les céréales et renouer avec les bons des bons produits laitiers et réintégrer des abats et des organes et franchement juste avec ça. Tu fais des tractions à un bras. Ouais, moi j'aimerais bien hein, si c'était aussi simple. Et là on en revient au raisonnement linéaire, tu vois, genre tu fais ça et ça, t'additionnes et puis bim t'as un résultat alors que c'est pas aussi simple, mais ça serait cool hein, putain. Hein. On ferait un programme, tu sais, genre nutrition plus méthodologie d'Alexis qui a fait 5 tractions à bras avec la bonne nutrition. Vous mettez ça dans le shaker, vous tournez, puis au bout de 3 mois, vous avez la traction à bras. Ah, ça serait Ouais, ça magique. serait Bah, c'est beau. un petit peu ce qu'on essaie de nous vendre constamment finalement sur les réseaux. Donc bon, les gens seraient pas perdus par ce genre d'informations un petit peu qui vendent du rêve. Mais non, non, mais tu Ouais. l'as très bien dit. Je pense que en repositionnant rien que ces 5 éléments, enfin rien que, c'est déjà énorme, au centre C'est- de notre alimentation, je pense que on a une vraie cohérence et des vrais apports parce que moi personnellement, tu vois, la Hmm. petite, enfin le gros déclic que j'ai eu en fait ces derniers temps, ces dernières années, on va dire, c'est qu'avant j'avais beaucoup trop tendance à penser en termes de macronutriments. Où est-ce que je vais piocher mes protéines, mes lipides, mes glucides? Et j'ai complètement Ouais. changé cette vision du monde-là en me disant, finalement, les macronutriments, je vais les avoir automatiquement. Par contre, ce qui est moins le cas, c'est les micronutriments. Les Hmm. vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout ça, je peux avoir une quantité conséquente de protéines, par exemple, mais peut-être qu'à côté de ça, je vais pas du tout avoir mon apport nécessaire en micronutriments. Et du coup, en se concentrant sur les micronutriments et les oligo-éléments plutôt que sur les macronutriments, protéines, glucides, lipides, ben, je trouve que tu as automatiquement ou quasiment automatiquement tes macronutriments, mais surtout tu jouis et tu bénéficies du fait d'avoir tous les micronutriments et les oligo-éléments que tu as besoin pour pouvoir t'exprimer pleinement, être en bonne santé et avoir voilà, tes niveaux d'énergie remplis au maximum, avoir une libido suffisante, enfin voilà, toutes les choses qui sont importantes et qui, juste en se concentrant sur l'aspect macronutriments, peuvent être délaissés en consommant Hmm. des viandes blanches, en consommant des fibres, en consommant des légumes, etc., quoi. Et ça a été un Ouais, gros et switch de mon côté. mais c'est ça. Et puis une fois que tu consommes les bons aliments, tu te préoccupes beaucoup moins aussi. Ça rejoint ce que tu dis, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois que tu consommes les bons aliments, tu sais que tu vas avoir tout le spectre de micronutriments dont tu as besoin. Et Oui, donc, finalement, tu peux te, même pas te concentrer, en fait, parce que tu vas juste plus en fonction du niveau d'effort de ta journée. Si tu as des entraînements, si tu as une journée qui est très longue, si elle est assez demandeuse cérébralement ou psychologiquement, tu sais que tu vas manger plus ou moins de glucides. Parce qu'en fait, les glucides, c'est finalement la variable, tu vois, qui monte et qui descend et qui va faire monter ou descendre aussi un peu les graisses. Mais c'est les glucides, la variable, avec les graisses, parce que c'est les deux sources d'énergie primaires. Mais globalement, je fais rien, je m'entraîne pas, je suis pas stressé, je mange pas de glucides. Vraiment dans le cas extrême. J'en ai pas besoin, j'en mange très peu. À l'inverse, journée longue, entraînement, et j'ai beaucoup d'activités cérébrales. Par exemple, je travaille sur mon activité entrepreneuriale, etc. J'ai besoin de glucides. Et donc, en fonction de la saison et, de ton niveau d'activité journalier, là c'est la graisse, ça c'est les glucides, hop, on va jouer et l'apport en protéines va rester plus ou moins le même en fait. C'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Et quand tu te mets à manger du coup les aliments dont on a parlé et que tu donnes la part belle aux protéines et aux graisses animales, finalement, tu sais que tous les jours, tu vas avoir ton lot de bonnes protéines et de bonnes graisses et tu vas simplement jouer sur ton apport en glucides, tu vois.
et que tu sois en perte de poids pour sécher ou en perte de poids plus importante ou en prise de masse, c'est les glucides que tu vas gérer. Et puis après, effectivement, tu peux jouer aussi sur la graisse, sur les graisses. Mais voilà, quand tu reviens à ce mode alimentaire d'omnivore spécialisé avec les éléments dont on a abordé, ça devient tellement plus simple, plus clair et plus facile au quotidien. Que tu sois un athlète, que tu sois une personne qui veut simplement se plaire physiquement, qui s'entraîne et répondre aux challenges de la vie, il n'y a pas de, en fait, c'est le mode alimentaire qui correspond à notre esmette, c'est le mode alimentaire humain. Il n'y a pas de, ouais, mais moi je suis comme ça, je vais manger ça et ça. Non, non, tu vas jouer sur les quantités. Il y a des aliments que tu vas préférer. Il y a des choses peut-être que tu vas un peu mieux tolérer que d'autres, mais globalement, on va avoir le même spectre, le même socle commun à 90-95%. Et à l'intérieur de ça, en fonction de tes objectifs, de tes besoins, de ce que tu veux que ton alimentation t'apporte, il va y avoir des différences, des singularités. Mais globalement, un mec, un sportif qui, je sais pas, moi je prends que ce soit Conor McGregor, Alexis Gabouri qui fait sa traction à un bras, ou un mec qui court le marathon, ou quelqu'un qui travaille en bureau, c'est la même alimentation. Ce qui va jouer, ça va être l'apport journalier total, l'apport calorique, et puis ensuite on va jouer sur l'apport en graisse et en glucides. Et dans les sports de force, dans les sports de force en mettant la musculation dedans, effectivement, on va aussi faire attention à l'apport en protéines, mais sans être dans le comptage en fait. Tu vois, parce que on en vient à ce point-là où il y a avec la viande rouge, mais de manière générale les protéines animales, il faut pas manger plus euh, que tel seuil, sinon c'est dangereux. Alors qu'en fait, mais si t'as pas de maladie rénale, tu peux manger énormément de protéines. On est large. Mais large, on pourrait manger que de la viande et des fruits, pour faire simple. On pourrait manger que de la viande et des fruits. Donc, d'ailleurs, ça c'est un challenge que j'ai lancé à un de mes coachés. Je lui dis voilà, tu manges de la viande grasse, tu manges des fruits, et tu verras, tu vas sécher, ça va être fou pendant 30 jours. Et voilà, donc les protéines animales. Je commence à me perdre. Pourquoi je disais ça? Oui, voilà. C'est que dans les protéines animales, on nous a toujours dit voilà, c'est pas plus de X grammes par jour, machin et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, de toute façon, notre corps, quand on prend un morceau de 100 grammes de viande, on sait qu'il y a à peu près 25 grammes de viande rouge, 25 grammes de protéines. Notre corps, il va pas prendre les 25 grammes de protéines et les assimiler. Parce que même si la protéine animale est la forme la plus complète et la plus biodisponible pour notre organisme, il assimile toujours que partiellement. Même quand c'est une haute biodisponibilité à haute valeur biologique, que ça soit de la vitamine C pour un fruit, que ça soit du fer pour le foie, et ça on n'en parle pas aux gens, c'est que si quand tu manges ton morceau de viande, quand les gens ils disent ah mais j'ai mangé 100 grammes de viande aujourd'hui, donc déjà sur mon estomac ils disent que j'ai mangé 100 grammes de protéines, ou après pour les plus comment dire, enfin ceux qui s'y connaissent, ils vont dire j'ai mangé 25 grammes de protéines aujourd'hui, mais en fait non, t'as mangé un morceau de viande qui contenait 25 grammes de protéines, mais ton corps en gros il en a capté que la moitié. Donc c'est justement là où je voulais t'amener sur la biodisponibilité, la différence de biodisponibilité entre produits végétaux et produits animaux, parce que c'est vrai que c'est une distinction qu'on fait pas suffisamment et qui est pourtant super importante pour pouvoir capter les nutriments qu'on consomme. Ouais, complètement. Donc, tout ça pour dire, pour terminer sur les protéines, c'est qu'en fait, n'ayez crainte. Si vous n'avez pas de maladie rénale, vous pouvez y aller. C'est comme le sel, en fait. Notre corps gère très 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 bien l'apport en sel, il va réguler tout seul. Et on en a absolument besoin du sel. Tu vois, si tu m'as demandé 6 trucs, j'aurais rajouté le sel en plus. Et donc les protéines, vous pouvez y aller parce que de toute façon, c'est capté que très partiellement. Mais que vous voulez prendre du muscle ou perdre, si vous voulez prendre du muscle, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que c'est pas
l'augmentation accrue et unique des protéines qui va faire la différence, mais on va jouer sur les glucides davantage et les lipides. Voilà, bim, je ferme la parenthèse. Écoute, je pense que de toute manière, ça fait quasiment 2 heures qu'on discute. Je pense Ouais, qu'on va conclure là-dessus. Euh, on va conclure là-dessus. C'était un super épisode. Franchement, moi-même, j'ai appris plein de choses et ça nous a permis d'aller en détail dans plein d'aspects que tu développes dans ton livre, mais voilà, sous des formes différentes. Donc c'était passionnant. Encore une fois, les podcasts, ça passe, les conversations passent à une vitesse hallucinante à chaque fois, je me rends compte. Mais comme je t'ai dit, on aura l'occasion de faire un deuxième épisode dans les mois à avec venir, plaisir. si t'es partant, forcément. Pour cette fois-ci, plutôt se concentrer sur l'aspect entraînement, parce que Bah tu ouais. as aussi une vision très holistique de l'entraînement. Mhm. Tu pratiques plein de choses, voilà, les arts martiaux, la flexibilité, la calisthénie. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je pense qu'on a aussi beaucoup à se dire d'un point de vue entraînement. En tout cas, Antoine, cet épisode, c'était vraiment très cool. Où est-ce que on peut retrouver ton travail et te suivre sur les réseaux? Bah donc sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Antoine MH et mon Instagram c'est pareil, Antoine MH avec le petit tiret du bas et puis ben le compte sur la nutrition reborn.nutrition. Voilà. Donc tout simplement. Je mettrai ça dans la description comme d'habitude pour que les gens puissent aller voir ton travail. Et honnêtement, si la conversation d'aujourd'hui vous a parlé, vous a intrigué et que vous voulez en apprendre plus, je peux que recommander le bouquin d'Antoine et son travail de manière générale. Tu as aussi un autre produit on n'a pas eu le temps de discuter, dont on n'a pas eu le temps de discuter, c'est le guide des bons nutriments, des bons aliments, pardon, qui est aussi très très dense en termes d'informations nutritionnelles et qui vous aide justement à faire les bons choix par rapport aux différents aliments importants et bénéfiques. Donc je peux que vous inviter à suivre Antoine, à suivre son travail et à consommer ses produits parce que quand il m'a envoyé son livre, et c'est la chose que j'ai dit quand tu m'as demandé de te faire un petit témoignage vidéo, mais je le répète parce que je trouve que c'est un truc qui est ultra puissant, tu vois. Tu m'as envoyé ton livre et tu m'as dit, attention, ce livre peut changer des vies. Et franchement, je peux que confirmer ce truc-là. Ce livre peut vraiment changer des vies. Je pense, en tout cas, j'en ai la conviction. Donc allez faire un tour sur son site internet et si ça vous intéresse, n'ayez pas peur d'investir un petit peu de votre argent pour un truc qui est aussi important que l'alimentation et aussi incompris que l'alimentation finalement. Donc Ouais. voilà. Merci Écoute, Alexis. bah, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Antoine? C'est quoi les projets à venir là? Écoute, de continuer d'être un papa heureux, de continuer de m'accomplir en tant qu'entrepreneur pour vivre la vie que je souhaite et puis voilà, continuer cette aventure-là dans la nutrition, quoi. Bon, je pense de toute manière, comme j'ai dit, qu'on sera amené à refaire du contenu ensemble. C'était un plaisir de Ouais, avec t'avoir plaisir. ouais. Merci Alexis. Et on se revoit bientôt. Yep, ça roule. Merci. Ciao Antoine. Bonne Ciao, soirée. ciao, bye bye. Bye.